Bien, bonjour à tous, mes chers collègues. Voilà, les retardataires peuvent s'installer. Avant de commencer formellement cette audition, je voudrais exprimer l'émotion de la représentation nationale à l'annonce du décès du capitaine Jérôme Favier, alors qu'il s'entraînait avec le GIGN pour être prêt à servir la France. J'assure, en notre nom à tous, sa famille, ses frères d'armes, de notre soutien et de notre solidarité. Voilà, je reviens à l'ordre du jour qui est le nôtre. Alors, c'est notre première audition, donc j'espère que tout le monde est content d'être ici. Vous savez qu'on a une commission qui a un sujet extrêmement important à traiter. Et notre commission a été profondément renouvelée, puisque je crois que 80% d'entre nous n'étaient pas membres de cette commission jusqu'à présent. Et pour cette première édition, j'ai souhaité accueillir 3 éminents spécialistes des questions de relations internationales et des questions de défense, pour qu'on puisse, d'une certaine manière, avoir un peu l'état du monde, l'état de la conflictualité, des risques, des menaces qui pèsent sur la France. Je souhaite donc la bienvenue à Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, auteur de nombreux ouvrages de géopolitique, parmi lesquels le désormais classique « Comprendre le monde », qui en est à sa 6e édition. Merci pour votre présence, Monsieur Boniface. Monsieur Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, Institut français des relations internationales, auteur d'un livre récent sur les guerres invisibles et spécialiste, entre autres, de la Russie. Merci, Monsieur Gomard, pour votre présence. Et enfin, Bruno Tertrais, à ma droite, directeur adjoint de la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique, qui a notamment consacré de nombreux travaux aux questions de la dissuasion nucléaire. Merci, Monsieur Tertrais, pour votre présence. Alors, vous savez qu'on aura l'intervention du ministre ce jeudi, mais vous savez que le but de la Commission de la Défense était un véritable lieu de débat et d'échange sur les questions stratégiques et de défense, un lieu également d'où pourront surgir des propositions et des solutions. Et donc, il est extrêmement important que notre commission soit utile dans le paysage géostratégique pour penser notre défense globale, en assumant parfois que nos idées puissent être parfois un peu iconoclastes. Donc, vous, messieurs, dont la tâche est d'analyser l'état du monde, ses rapports de force et ses menaces, vous jouez un rôle fondamental, car en matière de défense, peut-être plus qu'ailleurs, établir le bon diagnostic est la condition du succès de toute action. C'est ainsi que la programmation militaire est traditionnellement précédée d'un livre blanc ou d'une revue stratégique dont la finalité est précisément d'identifier le contexte stratégique et les défis que doivent relever à ce titre nos forces armées. Or, ce contexte géostratégique a profondément évolué dans la période récente, et c'est sur cette évolution et ses conséquences pour nos forces armées qu'il nous paraît important d'avoir vos lumières. Le conflit en Ukraine a en effet marqué le retour de la guerre de haute intensité en Europe. Cette résurgence de la haute intensité à nos portes pose naturellement des défis majeurs à notre politique de défense, comme l'ont d'ailleurs rappelé nos brillants collègues Patricia Miralles et Jean-Louis Thiriot dans un rapport prémonitoire. Des défis en termes de format, de masse de nos armées, bien sûr, mais aussi de robustesse de notre industrie de défense et de résilience de notre nation tout entière. Cette guerre est également révélatrice, me semble-t-il, d'un phénomène plus large et ancien, la remise en cause de l'ordre international et du multilatéralisme au profit d'une logique de rapport de force et de fait accompli de la part de nos compétiteurs. Le démantèlement progressif des traités, qui était au fondement de l'architecture de sécurité européenne depuis la fin de la guerre froide, en est le meilleur exemple. La compétition est désormais assumée, comme l'illustre la remilitarisation massive des puissances mondiales et régionales. Bien plus, cette compétition s'étend désormais à tous les champs de confrontation, le cyber, le spatial, ainsi que le champ informationnel. Enfin, si le conflit en Ukraine concentre à juste titre l'attention politique et médiatique, force est de constater qu'il n'a pas annihilé, bien au contraire, les autres menaces qui préexistaient à ce conflit. Je pense notamment à la menace terroriste, contre laquelle combattent nos forces armées dans le cadre des opérations Chamal au Levant et Barkhane au Sahel, mais également au risque de prolifération des armes de destruction massive. Messieurs, vous l'aurez compris, dans ce contexte stratégique ô combien incertain et mouvant, nous sommes impatients d'entendre vos analyses sur l'état des menaces actuelles et à venir, auxquelles la France doit faire face et aux défis qu'elle représente pour nos forces armées. Mais comme je l'ai dit en introduction, je n'attends pas de vous des analyses ou des descriptions, en tout cas que des analyses ou des descriptions. Nous sommes impatients également d'entendre des conseils et des pistes d'action. C'est pourquoi, une fois les menaces décrites, nous serions très heureux d'écouter vos avis sur les choix à considérer, notamment pour la future LPM, et les actions à entreprendre.
Et nous sommes preneurs également, potentiellement, de vos appréciations sur le rôle de notre commission. Je laisse maintenant la parole à nos invités, que je remercie à nouveau pour leur présence. Monsieur Pascal Boniface, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Merci de votre accueil. C'est vraiment un bonheur pour quelqu'un d'un think tank de venir, d'être auditionné par la Commission. Et des liens étroits sont vraiment tout à fait plaisants. Et donc, nous sommes très sensibles, je crois, parler aussi au nom de mes collègues, à l'honneur que vous nous faites. La situation est grave, il est besoin de le souligner, puisque nous sommes dans une situation stratégique qui est pire que pendant la guerre froide. Au moins, pendant la guerre froide, il n'y avait pas la guerre en Europe. Là, nous avons la guerre, les armes parlent, il y a des morts, il y a même des crimes de guerre. On peut discuter sur le terme de génocide que je ne reprendrai pas pour mon compte, mais les crimes de guerre sont documentés. Et même s'il y a eu pendant la guerre froide ou après la guerre froide d'autres conflits, aucun n'a atteint ce degré d'intensité en Europe. Et donc, effectivement, on peut comprendre que par rapport à cela, il y a un choc. Les opinions sont effrayées, sont très sensibles. Dans l'ensemble des pays européens, il y a une nouvelle coupure en Europe. Nouvelle coupure qui n'est plus une coupure Est-Ouest, mais qui est une coupure entre la Russie et tous les autres, ou à peu près tous les autres. Il y a une nouvelle division en Europe, un nouveau clivage qui est très fort, et on peut penser que tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir, il sera compliqué, pour ne pas dire impossible, d'avoir un retour à des relations normales avec la Russie. Et comme on ne sait pas combien de temps il restera en pouvoir et que on n'est pas certain que ça soit quelqu'un issu de la société civile avec des intentions pacifiques qui le remplace éventuellement. Il n'est pas certain qu'un nouveau Gorbatchev puisse venir. Et donc, on est confronté à cette solution avec une incertitude sur la Russie. Ce qui veut dire tout simplement, et là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France, c'est que l'ADN stratégique de la France depuis le début de la Ve République, il est remis en cause. Il est atteint, il est en panne. L'ADN stratégique de la France, initié par le général de Gaulle, il y pensait d'ailleurs déjà lorsqu'il était à Londres, était d'augmenter les marges de manœuvre de la France par un dialogue nourri et critique avec Moscou, que Moscou soit la capitale de l'URSS ou de la Russie, et d'augmenter les marges de manœuvre de la France. Ceci n'est plus possible. Ceci n'est plus possible, ne serait pas compris par nos différents partenaires. Et pour un temps donc assez durable, eh bien, nous ne pouvons pas faire ce qui a été notre principe politique suivi depuis le début de la Ve République. Le président de la République avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale en novembre 2019. Et à cette époque, il y avait un assez large consensus pour s'en réjouir ou le déplorer, mais en tout cas pour reconnaître cela. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. Et l'OTAN est plutôt born again. Elle est en état elle s'est revivifiée, et celui qui l'a ressuscité, c'est Vladimir Poutine. Parce qu'il a été totalement à l'encontre de ses propres intérêts, en donnant à l'OTAN une vigueur, une unité, une solidité, à un point tel que deux pays qui étaient neutres depuis 2 siècles ou depuis 77 ans, la Suède et la Finlande, qui n'avaient pas jugé bon rejoindre l'OTAN quand Staline était au pouvoir, ont estimé qu'il était vital pour eux de le faire, et de le faire le plus rapidement possible. Ce qui fait que les voix qui commençaient un peu à être critiques en disant « Bon, Biden, c'est bien, mais il peut y avoir un Trump 2 en 2024, il faut travailler à un plan B pour la sécurité européenne », ces voix-là se sont tues. Et si elles s'étaient relancées aujourd'hui, eh bien, elles ne seraient pas audibles. Et donc, par rapport aux responsables français, ça pose un défi d'une ampleur toute particulière. Est-ce qu'il faut que l'on change notre logiciel parce qu'il n'est plus adapté à l'ère du temps, ou est-ce que c'est une phase à passer et qu'il faut faire le dos rond parce qu'effectivement, plaider le dialogue avec Moscou aujourd'hui, ce ne serait pas compris. Parler même d'autonomie stratégique européenne serait ressenti par la plupart des pays européens comme un manque de solidarité avec les États-Unis. Et donc il y a une période dont il est difficile de déterminer l'ampleur, sur lequel il n'est plus possible d'aller à cela. Alors, est-ce qu'il faut plier les Gaules, si j'ose dire, bon voilà, c'est notre époque, on a rêvé d'une Europe puissance, ça n'a jamais marché, c'est terminé, on rentre dans le rang et on essaye, notre mission de devenir le meilleur partenaire à la place des Britanniques, ou est-ce qu'on se dit que bon, on pourra y repenser par la suite? Et dans ce cas-là, il faut effectivement espérer, attendre qu'il y ait eu un nouveau pouvoir avec Moscou, et de ne pas tomber
dans ce qui est la menace pendant la guerre froide, c'était la finlandisation. Il ne faudrait pas que la menace aujourd'hui soit la lituanisation de notre posture stratégique. J'entends dire qu'on ne sera pas en paix tant que la Russie ne sera pas profondément et éternellement affaiblie. Poutine est une menace, la Russie ne l'est pas forcément. Et vous avez des pays qui estiment qu'ils ne seront en sécurité, je prends la Lituanie comme exemple emblématique de cela, qu'ils ne seront en sécurité pour des raisons historiques. Je serais lituanien, je penserais certainement ou peut-être la même chose. Mais en tout cas, qui pensent que une Russie qui n'est pas profondément et durablement affaiblie ne peut qu'être une menace. Et donc il faut travailler soit à la vaincre, soit à l'affaiblir. Et là, on voit qu'il peut y avoir des divergences entre ceux qui souhaitent la victoire de l'Ukraine et qui ne pensent pas que affaiblir la Russie durablement soit la solution et qu'il peut y avoir d'autres alternatives que Poutine. Poutine, effectivement, est un problème, mais d'autres leaders de Moscou, comme Gorbatchev, avaient eux-mêmes, dans le passé, dit qu'ils étaient mécontents de la situation qui leur était faite et avaient proposé d'autres voies sur la relation internationale. Le résultat, c'est que les pays européens ont accru leur dépendance, et de façon volontaire, à l'égard des États-Unis. Dépendance, bien sûr, stratégique. Tout le monde demande plus de protection américaine et un renforcement de la présence américaine en Europe, principe sur lequel les Américains sont d'accord, ils augmentent leur effectif. La débâcle de Kaboul, qui avait porté atteinte à la crédibilité stratégique américaine, est complètement passée de mode, on n'en parle plus. Elle a été chassée par le choc de l'agression et des crimes de guerre, les deux, agression et crimes de guerre, de l'armée russe en Ukraine. Et les pays européens ont décidé, d'augmenter leurs dépenses de défense et principalement de consacrer cette augmentation à l'achat d'équipements militaires américains, disant que nous n'avons pas les moyens de combler les trous rapidement. À terme, il faudrait voir s'il n'y a pas une menace pour notre industrie militaire, parce que même si nous sommes alliés avec les États-Unis, nos industriels ont parfois souffert d'une concurrence un peu rude et pas toujours fair-play de la part de l'industrie militaire américaine. Et là, il y a un enjeu de savoir si l'Europe doit conserver, et la France en priorité, une industrie militaire capable de lui donner ses moyens de sa défense. Et si elle venait à disparaître ou à être tellement attaquée qu'elle aurait du mal à se relever, dans 4 ou 5 ans, on ne pourra pas se relever. Et donc, c'est dès maintenant qu'il faut se protéger. L'OTAN et nous avons une nouvelle dépendance, qui est une dépendance énergétique. Nous étions adressés à la Russie pour être dans une moindre dépendance à l'égard du Golfe, en disant que c'était une zone géopolitique troublée. Maintenant, nous devons quitter la Russie pour des raisons évidentes et nous allons acheter du gaz et du pétrole aux États-Unis, qui vont donc renforcer leur fourniture à l'Europe. Et les querelles qui dataient de 1981, pour les plus anciennes, sur les gazoducs qui viennent d'URSS ou de Russie, sont réglées et sont réglées durablement, puisque quand on aura coupé le cordon, il sera très difficile de le remplacer. Donc l'OTAN est forte, unie, comme jamais elle ne l'a été au cours de son histoire. On ne parle plus de malentendus transatlantiques, il y en a peut-être quelques-uns, mais ils sont vraiment mis sous le boisseau pour l'instant. Mais il ne faudrait pas oublier que si la plupart des pays, à part quelques abstentions, et 5 pays, disons d'une nature un peu particulière, n'ont pas voulu condamner l'agression russe et d'autres sont abstenus, à part nos alliés coréens, japonais, néo-zélandais et australiens, taïwanais, aucun pays asiatique, aucun pays latino-américain, aucun pays africain n'a pris de sanctions contre la Russie. Et donc notre défi, c'est est-ce que l'on va retomber dans une situation The West versus the Rest ? Il y a des motifs très différents de la part de tous ces pays. Les motifs de l'Inde ne sont pas ceux du Sénégal, les motifs du Brésil ne sont pas ceux de l'Afrique du Sud, mais aucun de ces pays n'a pris de sanctions contre la Russie. Et on voit bien qu'ils ne participent pas et que la Russie souffre des sanctions. Elles vont encore plus à faire souffrir, même si, du fait qu'elles sont occidentales et non pas internationales, eh bien, elles mordent moins le cœur de l'appareil russe. Et peut-être qu'il y aura de plus en plus d'échanges qui ne seront pas faits en dollars à partir de ces sanctions. Donc ça pourrait être un peu contre-productif. Mais je pense que ce qui va le plus faire mal à la Russie, plus que les sanctions que nous avons prises, et
Il faut ne pas penser que la communauté occidentale est la communauté internationale. Nous ne sommes qu'une partie du monde, nous ne sommes plus le monde comme auparavant. Et quand nous prenons des décisions sans élargir un peu le cercle de ceux qui participent à cela, eh bien on est isolé. On est très fort, mais on est isolé. Et donc ce qui va le plus faire mal à la Russie, c'est la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, puisque c'est un retour à une ère néo-stalinienne. Il y avait quand même quelques libertés. Il y avait un peu plus de liberté ou un peu moins de non-liberté en Russie qu'en Chine. Elles ont toutes disparu. Le simple fait de parler de guerre pourrait être passible de 15 ans de prison. Donc le roman de Tolstoï, c'est Opération spéciale militaire et paix, non pas guerre et paix, sinon on risque la prison. Mais ça fait, et même les sportifs emblématiques ont des problèmes comme le gardien de l'équipe de hockey, ce qui est quand même pas rien en Russie. Et donc, il y a plein de gens qui ne vont pas supporter de vivre dans un pays où on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus voyager dans les pays occidentaux, on n'a plus accès à cette information et on est en difficulté permanente et qui sont habitués à aller à l'étranger. On estime, je n'ai pas pu obtenir de vérification, on estime à 200 000 personnes déjà le nombre de personnes qui ont fui. Et ce sont des gens qui sont plutôt dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont plutôt dans l'informatique. Là où la Russie avait déjà un retard par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, où sont les BATX, où sont les GAFAM russes. Poutine a déclaré il y a 5 ans que celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dominerait le monde. Ils sont en retard, ils vont accélérer leur retard. J'accélère pour ne pas dépasser mon temps de parole. Le nucléaire, il va y avoir 2 mouvements. Une remise en cause de la dissuasion avec des mouvements appelant au désarmement nucléaire encore plus fort du fait des menaces de Poutine et en même temps des volontés de prolifération du fait que la Russie est protégée par son arme nucléaire et que l'Ukraine ne l'est pas. Et si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, nous serions bien sûr en guerre contre elle. La Chine, mais peut-être qu'on a le temps d'en parler, est-ce qu'il faut, disons, faire un axe ou contribuer à créer un axe Russie-Chine qui n'est peut-être pas aussi évident qu'il n'y paraît et abonder dans cette coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires qui serait peut-être une prophétie auto-réalisatoire. Et surtout, dans un moment donc où on est un peu en panne, je crois que jamais la diplomatie parlementaire ne sera aussi importante. C'est que votre mission, ce sera vraiment d'aller voir les collègues dans les pays européens et au-delà, et notamment dans les pays non occidentaux, pour exposer le point de vue français, pour avoir des contacts de parlementaire à parlementaire avec la société civile, parce que la parole exécutive n'a pas la même valeur dans ce genre de choses que la parole parlementaire. Et c'est vraiment cette diplomatie parlementaire qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment utilisée, qui parfois est critiquée parce qu'on critique les déplacements à l'étranger, etc. Mais il y va de l'avenir de l'indépendance stratégique française, que les parlementaires puissent aller convaincre leurs collègues étrangers, mais en même temps faire des conférences dans les pays étrangers où ils vont, pour bien montrer quelles sont notre volontés et surtout dissiper les malentendus, mal intentionnés ou de simples par manque de connaissances qui peuvent être donnés sur la politique française. Ok, merci beaucoup. Je passe la parole à M. Gomard pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, c'est évidemment un honneur pour moi de pouvoir contribuer à votre réflexion. Et je vais essayer de le faire de la manière suivante en commençant par 3 remarques introductives rapides. La première, c'est peut-être de vous proposer un arrière-plan à notre réflexion qui est la convergence entre 2 tendances très profondes, l'accélération de la dégradation environnementale dans ces 3 composantes principales que sont le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et les pollutions, et l'accélération de ce que j'appellerais la mise en données du monde, au fond la propagation technologique. Cette convergence est en train de déplacer les dépendances géopolitiques puisqu'elles sont désormais contraintes davantage par les enjeux environnementaux, démographiques, sanitaires ou technologiques. Et donc la première peut-être recommandation que je me permettrai de formuler à votre commission, c'est qu'il me semble plus que jamais nécessaire d'intégrer, bien davantage que par le passé, les dimensions extérieures à la sphère politico-militaire, dont vous êtes, alors que c'est votre sujet principal, tout en insistant, et j'insiste évidemment sur ce tout en insistant toujours sur la singularité de cette dernière, c'est-à-dire d'agir et de penser à l'ombre de la guerre.
La deuxième remarque introductive, c'est de vous rappeler 2 chiffres. Nous avons eu, entre 2015 et 2021, 249 tués civils après les attaques terroristes, à la suite des attaques terroristes, plus d'1 millier de blessés sur le territoire national. Et depuis 1963, 647 militaires français sont morts en opération extérieure dans le cadre de 32 opérations. Les soldats français étant parmi les plus sollicités au monde. Et je pense que ces 2 chiffres, nous devons les garder à l'esprit, puisqu'au fond, nous avons pris l'habitude, nos concitoyens ont pris l'habitude de vivre d'une certaine manière en paix. Cette habitude a été interrompue par les attaques terroristes. Nous sortons du procès des attentats du Bataclan, et que simultanément, nous avons donc ce souvenir très récent du terrorisme. Nous n'avons pas fini avec le terrorisme, j'y reviendrai. Et simultanément, Pascal l'a rappelé, nous avons un retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen, à laquelle nous sommes partie prenante par des livraisons d'armes et par des sanctions. Troisième point introductif, c'est que cette guerre d'Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, mais en février 2014, par l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass. Et qu'au fond, la surprise stratégique n'est pas l'agression russe, mais le niveau de résistance des Ukrainiens qui, au fond, nous interrogent indirectement par leur cohésion nationale sur notre propre cohésion nationale. Question qui se pose, à mon sens, pour tous les pays européens et qui est le sujet majeur qui doit nous occuper dans les années à venir. Alors, je vous propose 9 points rapides, 1 minute par point, pour respecter le temps que vous nous avez donné, Monsieur le Président, en commençant par 5 points sur l'approche géographique, pour essayer de décrire les choses de manière concentrique, et 4 points sur les approches transversales. Premier point, évidemment, l'enjeu du territoire national, incluant les DROMCOM. Comme je le disais, nous sommes face à une persistance du terrorisme émanant de la mouvance djihadiste. Nous sommes devant des phénomènes aussi de mouvance identitaire ultranationale qui présentent un certain nombre de menaces, les deux partageant au fond le même objectif qui est de créer la guerre civile dans notre pays. Je passe rapidement sur les activités criminelles. Sans doute ne faudrait-il pas passer rapidement, mais nous y reviendrons peut-être dans l'échange. Et j'insiste sur les risques qui peuvent exister dans certains de nos DROMCOM, à la fois la zone anti-Guyane avec le crime organisé, la zone sud-océan Indien avec des enjeux de souveraineté très directs, idem pour la zone Pacifique. Deuxième point, l'Europe et l'espace euro-atlantique. Évidemment, le sujet majeur, c'est la nature de la relation avec la Russie, qui ne doit pas, à mon sens, nous faire oublier les enjeux liés aux Balkans occidentaux, qui reste une zone extrêmement instable et, à mon avis, à suivre de très près. C'est aussi une suggestion, Monsieur le Président, pour les travaux de votre commission. Et également souligner les questions que nous pouvons avoir sur la trajectoire suivie par la Turquie. Je rappelle que la France a signé un partenariat stratégique avec la Grèce en septembre 2021. Troisième point, les approches immédiates, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avec la persistance évidemment de la problématique djihadiste, une compétition de puissance entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui a des effets de bord nous concernant, un enjeu évidemment lié aux approvisionnements énergétiques renforcés par la rupture ou l'inversion du modèle précédemment décrit par Pascal Boniface, et puis des questions assez fondamentales sur la fragilité de la Tunisie ou la trajectoire prise par l'Algérie. Quatrième point, l'Afrique subsaharienne. Nous sortons de l'opération Barkhane après 9 ans, ce qui évidemment ne résout absolument pas la situation au Sahel, qui est plus instable que jamais, avec des risques de contamination, oserais-je dire, vers l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'Afrique de l'Est, des sujets très sensibles concernant notre présence à Djibouti ou la situation au Mozambique. Plus largement, concernant cet espace, se pose la question de la nature des partenariats en matière de sécurité que la France est susceptible de proposer. Partenariats qui sont aujourd'hui de plus en plus contestés, avec un ressentiment à l'égard de la France qui est également le produit de campagnes informationnelles. Cinquième point, l'Indo-Pacifique. Évidemment, centre de déplacement du centre de gravité du système politique et économique mondial, donc nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce qui s'y passe, à moins d'accélérer notre périphérisation.
et l'importance évidemment de notre souveraineté dans cette zone, avec la question sur laquelle je reviendrai probablement ultérieurement, de la relation avec l'Inde, qui hésite sur le plan géopolitique. Deuxième volet, les approches transversales, en vous proposant là aussi 4 points très rapides. Le premier concerne ce que j'appellerais la contrainte environnementale, qui va provoquer, comme nous le savons, des déplacements de population à brève échéance, une tension sur les ressources et une multiplication des crises naturelles. Et au fond, c'est cette convergence de crises qu'il faut apprendre à penser, à la fois, comme je le disais en introduction, en incluant la dimension militaire, mais pas seulement. Nous allons nous sommes déjà entrés dans une phase de réalisme environnemental, c'est-à-dire que les questions environnementales sont à la fois un terrain de coopération et de solidarité, mais deviennent aussi un terrain de compétition et de confrontation. C'est ce qu'on observe notamment sur les programmes de géo-ingénierie, par exemple. Point numéro 7, l'accélération technologique à laquelle nous assistons, avec le risque, la nécessité de penser le passage d'un capitalisme de plateforme où la valeur produite est, captée en grande partie par les plateformes numériques, à un capitalisme de surveillance, les deux reposant fondamentalement sur une extraction des données, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient industrielles. Nous sommes entrés dans une ère d'enchevêtrement de 2 types de géopolitique. La géopolitique classique des hydrocarbures, dont on voit les effets quotidiens, ne serait-ce qu'à travers les prix de l'énergie, que nous connaissons bien, qu'il faut continuer à suivre compte tenu de l'inertie des mix énergétiques, mais qui pose à nouveau la question double de la sécurisation des flux énergétiques et des actions climatiques nécessaires. Et dans cette géopolitique s'enchevêtre désormais une géopolitique des données, qui repose par un certain nombre d'éléments tangibles, eux aussi soumis à des rivalités géopolitiques et géoéconomiques. Enjeu évidemment lié là aussi, et ce devrait être à mon sens aussi peut-être des sujets pour votre commission, Monsieur le Président, la maîtrise de l'intelligence artificielle, la maîtrise de la physique quantique. Point numéro 8. Fragmentation politique et sociale. Nous sommes face à une double dynamique que je pense nous observons tous, et vous en particulier dans vos circonscriptions, entre une hyperconnexion liée précisément à cette mise en données du monde et une fragmentation, c'est-à-dire un phénomène d'archipélisation de nos sociétés, en particulier dans les économies avancées. Ce qui ouvre en fait une ère de confrontation cognitive, à la fois pour des modèles de consommation, mais également pour des modèles politiques. Nous sommes entrés dans une phase de guerre politique. La confrontation avec la Russie en fait partie. Il y a un lien à établir entre l'orientation prise par un certain nombre d'entreprises technologiques et les autorités chinoises. Permettez-moi de citer juste une phrase que je trouve très juste de Jean-Marie Guénaud dans son dernier livre, Le premier 21e siècle. Les deux, les entreprises technologiques et le Parti communiste chinois, partagent la même ambition de contrôler les esprits jusqu'au point où le confort aura fait oublier la servitude. Ce qui doit poser la question assez fondamentale du lien que nous entretenons avec, ou plutôt de l'absence de lien que nous entretenons en Europe, compte tenu de sa constitution actuelle, avec le complexe militaro-numérique tel qu'il existe aux États-Unis et tel qu'il existe en Chine. Dernier point, les chocs géostratégiques et géoéconomiques à venir. La position de l'Union européenne et par conséquent de la France dépendront de l'évolution de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. La question de l'affirmation de l'Inde et du choix qui sera fait par l'Inde dans les années à venir, avec des incidences directes sur notre positionnement dans l'Indo-Pacifique. Évidemment, l'ombre portée du nucléaire dans le comportement à suivre de la Russie qui mène en Ukraine une guerre coloniale sous protection nucléaire. Voilà, Monsieur le Président, je vais finir peut-être avec 2 suggestions. La première, c'est qu'il me semble important d'être en mesure, et j'espère que ce sera l'orientation prise par votre commission, mais sachez que, là aussi je me permets à mon tour de parler au nom de mes collègues, les centres de recherche se tiennent à votre disposition pour l'alimenter, mais de continuer à penser par soi-même. C'est la base de toute volonté d'autonomie stratégique, afin d'éviter une forme de nombrilisme stratégique qui parfois nous menace tous. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est extrêmement important de prêter beaucoup plus d'attention aux intentions des autres et de ne pas faire des exercices stratégiques hors sol, comme si au fond notre politique étrangère et notre politique
de sécurité existait par elle-même et que c'était aux autres de s'y adapter. Je pense qu'il faut inverser la méthode et passer beaucoup plus de temps à comprendre ce que les autres acteurs stratégiques souhaitent faire. La doxa stratégique avant le 24 février, une partie de la doxa stratégique avant le 24 février, considérait que Vladimir Poutine n'avait pas intérêt à agresser l'Ukraine. Il est pourtant passé à l'acte. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Gomard. Et je passe la parole à Monsieur Tertrais pour terminer ses introductions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je me joins à mes collègues pour dire mon honneur et mon plaisir de me retrouver parmi vous et de me réjouir la perspective de travailler de nouveau avec la Commission et de faire la connaissance des nouveaux députés de cette Commission. Je partage largement le diagnostic fait par mes deux collègues, avec quelques nuances toutefois. Mais je pense que cela vous dit sans doute quelque chose du fait que nous ne sommes pas coordonnés, nous avons des formations, des parcours et des idées parfois différentes, mais nous avons effectivement une vision assez convergente de l'évolution du contexte. Je reviens très brièvement sur cette question du retour de la guerre, dont on a beaucoup parlé depuis quelques mois. Alors c'est le 3e ou 4e retour de la guerre depuis que j'ai commencé ma carrière. Le premier, c'était en 91, le deuxième, c'était en 99, le troisième en 2001, le 4e en 2014, donc c'est l'éternel retour de la guerre. Donc bien évidemment, elle n'a jamais disparu. Non, comme ça a été souligné par M. Boniface et M. Gomard, c'est le retour de la guerre de haute intensité, mais surtout c'est le retour de la guerre classique de haute intensité là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire en Europe. Certains d'entre nous, dont moi d'ailleurs, l'attendions plutôt en Asie. Ils pensaient que s'il y avait une grande guerre classique de haute intensité, ça avait plus de chances de se passer en Asie qu'en Europe. Cela dit, nous n'étions pas totalement aveugles sur la Russie. Thomas Gomard a raison de dire que nous devons nous concentrer sur l'interprétation des intentions, peut-être davantage que sur celle des capacités, parce que les capacités, c'est toujours plus facile, mais les intentions, c'est difficile, et puis on peut se tromper sur les intentions. Le tout, quand on se trompe, c'est peut-être de le faire avec pas trop de certitude. Voilà. Et c'est vrai que ceux d'entre nous qui n'écartions absolument pas le scénario d'une invasion de l'Ukraine sont plutôt plus à l'aise que certains autres, je vous rassure, pas à cette table, pour dire que voilà, les intentions, c'est étudier la probabilité qu'un pays fasse ceci ou cela, non pas parce que nous pensons que c'est son intérêt, mais parce que nous pensons qu'il pense que c'est son intérêt. Notre vision de ce que sont les intérêts de la Russie ou de la Chine ne sont pas forcément les visions qu'ont les intérêts ou la Chine, ou d'autres d'ailleurs, de leurs propres intérêts. C'est quand même la deuxième fois en quelques mois après la guerre du Karabakh que se produit un combat de haute intensité, certes moins violent et moins long, et cela se fait en Europe. Cela dit, il n'y a pas de menace militaire immédiate contre la France. Je suis très à l'aise pour dire, je ne suis pas connu pour être un adversaire des forces armées et du budget de la défense, mais je suis très à l'aise pour dire qu'à mon sens, il n'y a pas de menace militaire immédiate contre la France. Les menaces, elles sont d'un ordre différent. Vous les connaissez, je les liste pour mémoire. Le cyber, l'espionnage, les opérations d'influence, les problèmes, voire les menaces qui ont lieu quant à notre souveraineté maritime, notamment je pense aux zones économiques exclusives autour de nos DROMCOM, le terrorisme bien sûr, la criminalité organisée, ça a été dit, et plus largement, mais à moyen terme, les implications possibles d'une déstabilisation profonde d'un pays ou d'une région au sud-est de l'Europe, je pense aux Balkans du Sud, et bien entendu au sud sur le continent africain. Sur la Russie et la Chine, je suis parfois assez sévère sur le langage des compromis diplomatiques qui résultent des sommets européens ou otaniens. Je trouve que là, pour le coup, l'Alliance Atlantique, dans son sommet de Madrid, a produit un langage qui me semble assez satisfaisant et assez conforme aux intérêts français. La Russie est la principale militaire majeure immédiate pour l'Europe. La Russie sortira probablement, quand, je ne sais pas, comment, je ne sais pas non plus, affaiblie de sa guerre en Ukraine, mais un pays affaibli n'est pas forcément un pays moins dangereux. Et je crois qu'il y a un mauvais argument qu'on commence à entendre dans les cercles diplomatiques et stratégiques depuis 4 mois, c'est si la Russie est aussi mauvaise que cela, pourquoi nous précipiter
à augmenter les budgets de défense. Je crois que c'est un peu un sophisme. Je crois que c'est pas ça le problème. Un pays affaibli peut être un pays dangereux. Un pays faible peut vaincre un pays fort. Ça, c'est déjà vu. Et c'est justement parce que l'Ukraine s'est préparée. L'Ukraine n'a pas dissuadé la Russie, nous non plus d'ailleurs, mais c'est justement aussi parce que l'Ukraine s'était préparée, y compris avec l'assistance occidentale, à résister à une nouvelle agression russe, qu'elle peut lui résister. Donc la Russie sera sans doute plus faible à court terme, mais pas forcément moins dangereuse. Elle pourra ensuite, dans les 5 à 10 ans, se réarmer, soit de manière autonome, soit avec l'aide de la Chine. Et puis, bien sûr, les opérations cyber, les opérations d'influence, je répète, en particulier en Europe, pour ce qui nous concerne, notamment dans les Balkans du Sud, qu'il faudra continuer à suivre avec la plus grande attention, ça ne demande pas un budget militaire particulièrement important. Sur la Chine aussi, je trouve que le langage que nous avons trouvé à 30 est plutôt satisfaisant. La Chine pose des défis stratégiques. Elle n'est pas une menace, mais elle pose des défis stratégiques. Moi, je trouve que c'est un langage qui la différencie bien de la Russie à tous égards. En revanche, je pense qu'on peut dire que pour nous, Français, et pour nous, Européens, la Chine est une menace pour notre patrimoine scientifique et technologique, à la fois du point de vue civil et militaire. La Chine est une menace potentielle pour la sécurité de nos infrastructures et de nos communications. Là encore, nous le partageons avec la plupart de nos alliés européens. À moyen terme, elle peut être, notamment dans le Pacifique Sud, un problème majeur pour notre souveraineté maritime en particulier. Alors, je ne parle pas des acquisitions chinoises possibles dans telle ou telle société ou infrastructure de nos Dromcom, mais je pense là encore à notre souveraineté maritime dans les Dromcom du Pacifique Sud. Un point rapide sur 2 zones vis-à-vis desquelles nous avons des engagements particuliers. Thomas Gomard a évoqué à juste titre le partenariat stratégique que nous avons établi avec la Grèce. Je voudrais rappeler que ce partenariat stratégique est assorti d'une clause de défense mutuelle bilatérale qui n'a pas d'équivalent en Europe, sauf en Allemagne, sauf avec l'Allemagne. Le seul pays européen avec lequel nous avons signé une clause de défense bilatérale mutuelle, c'est la Grèce. Évidemment, la politique turque continue de faire l'objet de toutes les attentions. Je note en passant que la Turquie a réussi un forcing diplomatique absolument inouï, en réussissant à faire accepter à 2 pays qui d'habitude sont très jaloux à juste titre de leur souveraineté, la Finlande et la Suède, des positions sur la question kurde qui sont, ça s'appelle avaler son chapeau, soyons très clairs. Voilà. En tout cas, je pense que du point de vue turc, c'est une victoire politique importante. Toute la question de savoir pour nous, Français, c'est si la perspective de 2023 pour M. Erdogan l'amènera à être rond ou l'amènera à être carré. Autrement dit, l'amènera à se présenter comme un pays, un bon allié susceptible de créer des passerelles avec la Russie, ou sera-t-il, au contraire, quand je dis carré, cela veut dire dans une logique de provocation nationaliste, dans l'espoir que cela puisse le favoriser à l'occasion du centenaire de la République et de sa possible réélection. Donc c'est un sujet que nous devons suivre avec la plus grande attention dans les mois qui viennent. Cela peut avoir, on se souvient tous de l'incident du Courbet, cela peut avoir des conséquences militaires. Deuxième focus très rapide, c'est sur le Golfe, puisque nous avons un accord de défense assez exigeant avec les Émirats arabes unis, et la trajectoire politique actuelle du régime iranien, dans un contexte où, à mon sens, le JCPOA, l'accord de 2015, est sous respirateur artificiel et sera peut-être débranché dans les semaines qui viennent, sera peut-être un problème pour la France et pour les Européens, pour les intérêts européens dans les 5 ans qui viennent. Conclusion rapide, Monsieur le Président, puisque, comme je l'ai dit, je converge largement avec mes 2 collègues. Quand on parle du retour de la haute intensité, il me semble important, ça a déjà été fait d'ailleurs dans certains travaux, de distinguer la guerre de haute intensité des opérations de haute intensité. J'ai beaucoup de mal à concevoir un scénario crédible dans lequel la France, via l'Europe, serait engagée dans une guerre majeure de haute intensité dans les années qui viennent. Quand je parle de guerre majeure de haute intensité, c'est une confrontation majeure avec la Russie. Je pense que nous pouvons dissuader la Russie. Je vais y revenir.
En revanche, qu'il y ait des opérations de haute intensité, que ce soit en Méditerranée orientale, dans le Golfe, quelque part ailleurs dans le monde, en Afrique, voire en Europe, ça, c'est une réelle possibilité. Donc quand on parle de la haute intensité, moi, il me semble important de distinguer ces deux niveaux. Il n'en est pas moins pertinent de franchir les deux marches envisagées par l'actuelle loi de programmation militaire, qui sera, à ma connaissance, la première dans l'histoire qui suit effectivement les marches prévues au-delà des 5 ans pour 4 raisons. Peut-être une parenthèse d'abord. Il y a une raison qui n'en est pas une. Il y a un mot que je trouve très problématique, c'est celui du déclassement. On n'est pas dans une salle de classe. C'est pas une compétition pour savoir qui a la plus grande ou la plus petite armée. Donc le thème du déclassement, moi, me paraît contestable, en tout cas, discutable, on va dire. En revanche, il y a 4 bonnes raisons de reprendre la trajectoire budgétaire que nous avons. La première, c'est donc la dissuasion. La dissuasion qui concerne l'article 5 du traité de Washington. Je note que la Russie s'est trompée sur la résistance des forces ukrainiennes et sur la capacité des Occidentaux à sanctionner de manière unie son pays, mais la Russie ne s'en est jamais prise militairement à un pays couvert par l'article 5. Donc la dissuasion fonctionne, mais il faut qu'elle continue à fonctionner. Parce que nous ne savons pas quelles seront les leçons tirées par la Russie de la guerre en Ukraine. Donc pour que la dissuasion du territoire couvert par l'article 5 ainsi que par le traité de Lisbonne continue à fonctionner, il faut certainement une posture européenne forte. Deuxième raison, bien sûr, les opérations de gestion de crise. La prochaine surprise stratégique, nous ne savons pas où elle aura lieu, mais je serais très surpris si nos armées n'étaient engagées nulle part dans le monde, dans les 5 années qui viennent, hors Europe. Troisième raison, bien sûr, la reconstitution des stocks et la possibilité, voire la probabilité que nous ayons un jour un autre pays à assister militairement comme nous le faisons pour l'Ukraine. Et puis, dernière raison, le scénario du président américain républicain en 2024, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre qui aurait, j'allais dire, un Trumpiste ou un Trumpien, qui voudrait soit mettre les Européens devant leurs responsabilités, entre guillemets, soit accélérer le fameux tournant vers l'Asie dont on nous parle depuis maintenant 15 ans et vis-à-vis duquel, moi j'ai toujours pensé qu'il se ferait à la manière dont un tanker, je ne prends pas cet exemple totalement au hasard, tourne, c'est-à-dire que c'est plutôt un virage stratégique avec un angle très très grand plutôt qu'un véritable pivot. Il n'empêche que ce scénario 2024, nous devons le prendre en compte. Si c'est DeSantis ou quelqu'un d'autre, ça ne sera pas forcément mieux que Trump pour nous. Enfin, j'ouvre une question pour le plaisir du débat, Monsieur le Président, et parce que nous sommes là aussi pour débattre. Je me demande si, comme ça a été dit tout à l'heure, est-ce que c'est bien sûr parce que la Russie est un État nucléaire que nous ne sommes pas davantage engagés en Ukraine ? Est-ce que si la Russie n'était pas un État nucléaire, les Occidentaux en général, et la France en particulier, auraient été non pas va-t-en-guerre, mais en tout cas aurait une attitude plus confrontationnelle vis-à-vis de la Russie? Est-ce que nous aurions bombardé Moscou comme nous avons bombardé Belgrade? Je trouve que ce sont des vraies questions. Je trouve parfois, et je ne suis pas connu pour être un adversaire à la dissuasion nucléaire, mais en tout cas, savoir exactement comment le jeu de la dissuasion nucléaire a fonctionné au cours de ce conflit me paraît une question légitime parce que je n'ai pas encore moi-même toutes les réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup tous les trois pour vos interventions, alors qui nous montrent d'ailleurs la variété et la complexité des sujets que nous avons à traiter. Alors, avant de passer aux interventions de groupe, je voudrais signaler à nos nouveaux collègues que s'ils souhaitent intervenir, il faut signaler avec un petit signe auprès des administrateurs et surtout qu'ils n'hésitent pas à le faire. C'est vrai que les présentations ont été riches et complexes et peuvent parfois avoir un petit caractère effrayant quand on arrive dans cette commission, mais n'hésitez pas à intervenir et à les solliciter pour répondre aux questions de votre choix. Alors nous allons passer aux interventions des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance. Donc ce seront des interventions, des questions de 3 minutes, et pour le groupe Renaissance, je crois que c'est Jean-Marie Févec qui souhaite intervenir. Oui, je suis là. Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi de vous adresser au nom du groupe Renaissance mes sincères félicitations pour votre élection à la tête de notre belle commission hautement importante. Votre engagement et votre expertise seront cruciaux dans la conduite de nos travaux dans un contexte de guerre inédit sur le continent européen. Messieurs les directeurs, Monsieur Boniface, Monsieur Gomard, Monsieur Tertrais, c'est un honneur de vous recevoir ici. Vos travaux et vos prises de position sont une chance pour la recherche en relations internationales et stratégiques.
Ma question s'adresse plus particulièrement à M. Boniface. Le 23 juin 2022, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont unanimement décidé d'accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'adhésion. Cette décision intervient 4 mois après que l'Ukraine ait officiellement présenté sa demande d'adhésion à l'Union européenne le 28 février 2022. Cette demande avait été suivie par celle de la Géorgie et de la Moldavie, présentée le 3 mars 2022. Symbole fort d'union face à la Russie, c'est pourtant une décision inédite par sa rapidité. Alors que les combats se poursuivent, toujours plus violents, que chaque journée qui passe apporte son lot de nouvelles destructions, de bombardements visant les militaires comme les civils, nous nous devons de continuer de soutenir l'Ukraine. Comme nous le faisons et continuons de le faire, nous devons renforcer la crédibilité de notre dissuasion pour que la Russie ne puisse imaginer poursuivre plus loin son agression. Dans cet effort aussi, la France prend toute sa part et nous avons pu le montrer en prenant la décision de soutenir cette candidature à l'Union européenne, en même temps que l'accueil de réfugiés ou l'envoi de matériel militaire. Mais vous l'avez par ailleurs écrit dans votre blog, cette potentielle adhésion soulève des questions quant aux règles d'entrée dans l'Union européenne. Le traité de l'Union européenne définit les conditions et les principes que tout pays souhaitant devenir membre de l'Union européenne doit respecter. Le pays candidat doit satisfaire à 3 grands critères, dits critères de Copenhague. Le critère politique, des institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le respect de la protection des minorités. Le critère économique, une économie de marché viable et la capacité de faire face à la concurrence et au marché de l'Union européenne. Et l'acquis communautaire, c'est-à-dire la capacité de mettre en œuvre les obligations découlant de l'adhésion en acceptant de transposer dans la législation nationale l'ensemble du droit européen en vigueur et souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. Un 4e critère a été précisé en 2006. Il s'agit de la capacité d'intégration, c'est-à-dire la capacité de l'Union européenne à assimiler de nouveaux membres et à approfondir l'intégration. Ainsi, le processus normal d'adhésion doit trancher sur ces questions pour permettre une nouvelle adhésion. Dès lors, M. Boniface, au regard de ces règles, quel risque identifiez-vous d'une adhésion précipitée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne? Je vous remercie. Très bien, merci. On va prendre l'ensemble des interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe La France Insoumise, Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Je voudrais d'abord effectivement vous apporter notre remerciement sincère pour vos exposés qui sont extrêmement denses, vos vues très suggestives et stimulantes. Les propos sont particulièrement riches et sans redondance. Moi, je m'en tiendrai du coup à 2 questions. Une première observation d'ordre général et une deuxième question peut-être plus précise à Monsieur Tertrais portant sur la doctrine nucléaire. À l'issue de vos présentations, il me semble peut-être que nous devrions reprendre un peu de hauteur et nous demander si, sur la scène internationale désormais, la France n'occupe pas une position de recul systématique. Et si, depuis quelques années, il n'est pas vrai que nous soyons en panne d'une proposition politique sur la scène internationale à faire au monde. Évidemment, les guerres qui ont eu lieu aussi ces dernières années, nous ont saisis. Nous avons été d'une certaine façon victimes de surprises stratégiques, comme vous l'avez pu le dire. Mais il me semble aussi que le récit politique positif que la France pourrait porter sur la scène internationale est en panne. J'aimerais vous entendre sur cette hypothèse et sur le genre de projet politique, la nature de la puissance que la France pourrait défendre sur la scène internationale, qui ne soit pas simplement une position de recul ou de défense d'un certain statu quo. La deuxième question, elle est plus précise, elle porte sur la guerre en Ukraine, qui est une guerre, comme vous l'avez dit, en contexte nucléaire. Monsieur Tertrais, vous venez de conclure sur ce sujet et j'aimerais vous permettre de nous faire partager davantage votre bilan sur le sujet, peut-être en vous donnant comme point de départ la conclusion d'une note que vous aviez rédigée en 2020 sur la doctrine nucléaire russe. Vous concluez « La publication de la doctrine nucléaire est peut-être ainsi une dernière cartouche dans l'effort de la Russie en vue de ramener l'administration américaine sur la voie de la maîtrise des armements, en lui laissant entrevoir certaines des données d'un monde qui en serait privé.
C'est sans doute aussi une démonstration de sa résolution à faire face à cette dernière hypothèse, en ayant toutes les cartes en main, en termes de moyens, de détermination, tout en introduisant une dose de communication et de transparence pour éviter d'aborder cette nouvelle ère dans des conditions de trop grande instabilité stratégique. À la lecture de ces quelques mots de conclusion, on voit qu'on a basculé et qu'on a vraiment changé de monde. Et j'aimerais connaître en fait l'état de vos réflexions justement sur la doctrine nucléaire russe et ce qu'elle a pu, de quelle façon aujourd'hui il faut la considérer. Voilà, tout simplement. Merci. Très bien, merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Oui, merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci de cet exposé qui nous donne de la hauteur et qui dit à quel point la notion de défense globale datant de l'ordonnance de 59 est importante. Ce ne sont pas que des enjeux militaires que nous avons devant nous, mais ce sont effectivement des défis géostratégiques, géoéconomiques majeurs. Alors, une question transversale qui s'adresse à chacun d'entre vous, et puis une question géopolitiquement plus précise. Question transversale, on a évoqué dans ce retour du tragique de l'histoire les guerres informationnelles. En quelques mots, certains l'ont évoqué, on sait l'importance que ça a eu en Afrique dans l'opération Barkhane, mais on sait aussi la guerre de perception et la guerre de l'information que se livrent l'Ukraine et la Russie. Comment voyez-vous l'engagement de nos démocraties dans cette guerre et comment le faire pour éviter d'être victime de ces guerres informationnelles qu'on appelait autrefois la propagande, et on sait à quel point le KGB était spécialiste de ce type de manœuvre, mais aujourd'hui, comment faire face pour des démocraties? Deuxième question, elle, plus centrée géopolitiquement, vous avez évoqué la zone Indo-Pacifique. Est-ce qu'il est opportun d'utiliser ce concept d'Indo-Pacifique et non pas de distinguer l'océan Indien et l'océan Pacifique, avec une question qui est rattachée? La France est une puissance de l'océan Indien, ne serait-ce qu'à travers sa présence à La Réunion, sa présence à Djibouti. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour notre pays pour y jouer toute sa place, sachant que dans l'hypothèse d'une difficulté dans le Pacifique, ce serait peut-être dans l'océan Indien que la puissance française aurait le plus de rôle à jouer compte tenu de sa présence. Voilà, je vous remercie. Mes chers collègues, j'aurais dû vous prévenir sur le niveau sonore des interventions de notre collègue Thiriot, mais maintenant vous serez tous informés. Et pour une intervention plus douce, je passe la parole à notre collègue Jean-Pierre Cubertafond pour le groupe Modem. Monsieur le Président, messieurs les directeurs, mes chers collègues, je commencerai au nom du groupe démocrate pour féliciter notre nouveau président dont l'expertise et l'implication lui valent légitimement cette fonction, mais aussi je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux membres de la Commission. Ayant en mémoire nos fructueux échanges en Périgord, ma question s'adressera plus particulièrement à M. Gomard. Bien sûr, j'apprécierai tout autant l'expertise de MM. Boniface et Tertrais. Bien que l'Allemagne ait déjà entrepris de significatives augmentations des dépenses militaires depuis 2017, l'invasion de l'Ukraine par la Russie marque un véritable accélérateur dans la poursuite de cette ambition. Ainsi, le 27 juin dernier, à l'issue du G7, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que l'Allemagne était en train de mettre en place la plus grande armée conventionnelle des nations de l'OTAN en Europe, soit un budget d'environ 80 milliards. S'il n'a pas fait mention de l'Union européenne par le chancelier allemand, il n'a fait aucun doute que cela aura de répercussions diplomatiques dans le cadre otanien. Dans cette perspective, messieurs les directeurs, alors que l'Allemagne est déjà la première puissance économique européenne, si elle devenait également la première puissance militaire d'Europe à long terme, de quel levier disposerait la France pour ne pas rester en retrait? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, je donne la parole à Anna Pic. Oui, merci. Merci aux intervenants, effectivement un exposé extrêmement intéressant. Et la multiplicité des crises et des zones de tension entre le Sahel, l'Ukraine ou la zone Indo-Pacifique, évidemment, pour n'en citer quelques-unes, nous donne effectivement les limites du temps que nous avons pour nos interventions. Je voulais interroger sur un nouveau contexte politique, celui du contexte de relations que nous avons
pu avoir ou que nous aurons à nouveau avec l'Australie après l'élection de M. Albanese qui a été reçu par Emmanuel Macron le 1er juillet dernier. Il semble que nous allions à nouveau vers un partenariat stratégique essentiel pour notre pays dans le Pacifique Sud, et la déclaration commune à l'issue de cette visite a tracé les axes d'une coopération renouvelée, y compris en matière d'industrie de défense. Je suis bien placée pour le savoir, étant issue de Cherbourg en Cotentin. Après l'annulation du programme des 12 sous-marins de classe attaque que devait construire Naval Group, les Australiens se retrouvent avec une flotte de classe Collins qui doit commencer à sortir du service actif d'ici 10 ans. Dans le même temps, les remplaçants à propulsion nucléaire prévus dans l'accord AUKUS avec les États-Unis et la Grande-Bretagne ne seront disponibles qu'à une échéance sensiblement plus distante. À cet effet, le ministre de la Défense australien, Richard Marles, a annoncé la semaine dernière qu'une décision serait prise d'ici mars 2023 pour qu'une flotte à propulsion classique transitoire qui pourrait être nécessaire pour couvrir ce trou capacitaire, pour reprendre ces mots. Dans ce contexte, est-ce que finalement nous pourrions retrouver des relations et une présence par le biais de notre industrie de défense? Quel est l'intérêt de cette présence par le biais de notre industrie de défense pour combler éventuellement ce trou capacitaire? Et selon vous, quelles sont les options possibles pour le gouvernement australien, considérant que ces contraintes, et en quoi la France pourrait donc éventuellement jouer ce rôle dans la couverture de ce besoin? Je souhaite également poser une question connexe, à savoir, alors que les tensions en Europe de l'Est et le développement important de la marine chinoise posent la question du format de notre marine nationale, pensez-vous que nos capacités en matière de sous-marins nucléaires d'attaque sont suffisantes aujourd'hui avec les 6 bâtiments? Et pensez-vous que notre industrie de défense soit suffisamment bien positionnée pour répondre aux nouveaux besoins, à la fois les nôtres et de nos partenaires? Merci. Enfin, pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Loïc Kervran. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les directeurs. Monsieur Gomard, je crois que c'est vous qui disiez ce confort qui fait oublier la servitude. Et merci de nous avoir fait des exposés qui créent une sorte d'inconfort, cette fois-ci intellectuel, qui fait oublier nos certitudes. J'ai une question autour des notions de puissance et de sécurité, notamment de cette puissance qui amène de la sécurité. Cette question, elle vient d'abord du choc qu'ont ressenti nos concitoyens en voyant des gens qui finalement leur ressemblaient, qui vivaient dans des villes qui ressemblaient vraiment aux nôtres, être tués, être blessés, être violés, être exilés. Et finalement, dans vos différentes interventions, vous avez mis en question cette notion de puissance, d'abord à travers ce doute autour de la capacité d'armées à vaincre dans des contextes à la fois de haute intensité et de faible intensité. Finalement, on peut se poser la question de quelle guerre est-ce qu'on peut encore gagner. Monsieur Boniface, vous avez parlé d'isolement, de West versus the rest. Monsieur Gomard, vous avez parlé du déplacement des dépendances avec les questions de l'environnement, du numérique. On pourrait se poser aussi la question de la démocratie à l'inverse, avec la puissance russe, qui est peut-être moindre que ce qu'on attendait, avec l'impact de la corruption sur les matériels militaires, avec l'impact d'une forme de régime autoritaire et dictatorial sur le processus même de décision et sur la qualité de la décision produite à la fin. Du coup, tout ça m'amène à me poser la question, dans votre esprit, à vous trois, de la place de l'outil militaire dans la construction de cette puissance particulière qui permet la sécurité, la place relative, sans doute par rapport à d'autres sujets sur lesquels vous avez travaillé, les alliances, la dissuasion, l'unité nationale. Je crois que c'est l'un de vous qui l'évoquait. Voilà le sens de ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Messieurs, je vous propose de répondre à cette première série de questions. Est-ce que Monsieur Boniface, vous souhaitez commencer? Oui, merci Monsieur le Président. J'ai une question directement posée sur la candidature de l'Ukraine. Je pense que je serais peut-être minoritaire dans cette salle, mais je crois que c'est une erreur d'accorder la candidature à l'Union européenne, à l'Ukraine, dans ces conditions. Et je pense que l'émotion l'a emporté sur la raison. L'Ukraine est un pays martyr, c'est indéniable. Est-ce que pour autant la réponse, c'est d'ouvrir la candidature à l'Union européenne? C'est sujet de débat. On nous dit que c'est un signal envoyé à la Russie.
Je pense que la Russie a compris d'autres messages qui lui ont été envoyés par rapport à la solidarité que la France et d'autres pays européens ont posé à l'Ukraine. Et j'ai un peu le sentiment que les 3 chefs d'État et de gouvernement qui sont allés à Kiev étaient un peu sous contrainte. Ils étaient accusés d'être à la tête de pays qui, pendant très longtemps, ont négocié avec la Russie et qu'ils avaient dit qu'ils devaient aller à Kiev, mais pas pour rien, pour annoncer quelque chose, et que du coup, c'est aussi une réponse à la fois émotionnelle et médiatique à une question stratégique. Alors, j'entends l'argument de dire mais on peut négocier très longtemps, etc. C'est quand même un peu hypocrite. Si on dit à un pays, vous êtes candidat, mais enfin on va vous tenir à la lisière pendant très longtemps, c'est pas pareil. Et pourquoi ne pas le dire à la Géorgie? Pourquoi ne pas le dire à l'Albanie? Pourquoi ne pas le dire au Monténégro dans ces cas-là? On voit bien que là, on a fait un geste pour un pays martyrisé par un pays avec lequel on a des problèmes. L'Ukraine n'est pas prête. Je veux dire, le fait qu'elle soit un pays martyr n'empêche pas que c'est un pays extrêmement corrompu. Que les oligarques ont renforcé leur domination du pays pendant la guerre, que si le PIB par habitant de l'Ukraine est inférieur en 2021 à ce qui était en 91, la guerre de 2022 n'y est pas pour grand-chose, et que les oligarques, qu'ils soient pro-russes ou pro-européens, se sont partagés le pays, et que peut-être que Zelensky est le premier vraiment chef d'État réel qui se comporte en héros, qui a le sens de l'intérêt national. Donc, pour toutes ces raisons, l'Ukraine n'est pas prête. En plus, c'est pas un petit pays, c'est un pays agricole. On a déjà des problèmes par rapport à la politique agricole commune. Je pense très franchement qu'on a donné une réponse émotionnelle et médiatique à une question stratégique et qu'on a mis un peu la poussière sous le tapis parce que les problèmes ressortiront. S'il y a dans ce pays et ailleurs un moindre sentiment, disons, pro-européen qu'auparavant, c'est aussi peut-être que des élargissements trop rapides ont été faits sans vraiment tenir compte de nos intérêts, un peu en disant nous sommes tenus à, etc. Et donc, on voit bien quand même qu'il y a... Alors, je doute qu'un référendum, d'ici quelques années, donne des réponses favorables. Je ne suis pas sûr que les 27 pays soient d'accord pour rentrer l'Ukraine, mais en tous les cas, si elle devait rentrer dans ces circonstances-là, elle n'est pas prête. C'est un mauvais saillie à lui rendre. Son économie ne serait pas de nature à répondre aux exigences des économies européennes, et que, surtout, on ferait rentrer un pays qui, par ailleurs, ne nous serait pas reconnaissant, continuera à nous en vouloir, en estimant qu'on n'a pas fait assez par rapport à d'autres pays. Donc la France n'y gagnerait rien. Et vraiment, là, une fois encore, on peut être martyr et avoir des problèmes de gestion. Et je ne suis pas sûr que ces problèmes de gestion soient facilement résolus en Ukraine. Très bien, merci. Monsieur Gomard. Bon, peut-être ma question ne m'était pas adressée, mais je pense que c'est aussi un point intéressant de discussion, parce que j'ai une approche... je comprends très bien la position de Pascal et je la partage à certains égards, avec quand même une réserve assez fondamentale, c'est que l'Ukraine est le seul peuple à verser le sang pour rejoindre l'Union européenne. Et ça, il faut quand même s'interroger sur le sens symbolique de ça, et ce n'est pas quelque chose qui date, qui est récent, c'est évidemment accentué depuis le 24 février. Et je rappelle qu'il y a eu l'indépendance en 1991, même si c'est une indépendance qui n'a jamais été vraiment reconnue par la Russie. Vous avez eu la révolution orange de 2003-2004. Vous avez eu le Maïdan de 2014, qui est à l'origine aussi de la première intervention de la Russie. Et au fond, on a un pays qui effectivement a connu beaucoup de vicissitudes dans son développement depuis 1991, c'est indéniable, mais qui, pour la génération montante, dirais-je, et c'est peut-être aussi le grand décalage avec la Russie, c'est de voir le décalage de génération qui existe aujourd'hui entre les élites politiques ukrainiennes et ce qui tient lieu d'élites politiques russes. Et donc cette aspiration européenne, avec les réserves, encore une fois, fort bien formulées par Pascal, je pense qu'il n'était pas possible. Il n'est pas possible de ne pas y répondre. Alors, je vais aller sur d'autres questions, si vous le permettez, Monsieur le Président. La question de Monsieur Saint-Houl, que je trouve effectivement très, très intéressante, avec cette impression d'une France qui est sur le recul. Je formulerai pour ma part les choses de la manière suivante. C'est que nous avons au fond un positionnement diplomatique qui a un rendement décroissant
et des exigences de sécurité qui demandent des coûts croissants. Voilà. Et ça va être le sujet qui va vous occuper, je pense, dans les mois qui viennent. C'est que nous avons, au fond, pris l'habitude, je le disais dans mon propos introductif, d'une forme de confort stratégique, et que les différents travaux, et le dernier en date étant celui de 2017, insistent sur la dégradation de cet environnement stratégique dans nos approches immédiates. Et ça vient beaucoup plus tôt que prévu, en fait. Donc cette impression de recul, si vous voulez, je l'expliquerai d'abord par cette dégradation de l'environnement stratégique. Alors maintenant, ce que vous appelez la proposition politique à faire au monde, il y a effectivement eu plusieurs tentatives en ce sens. La première étant de dire il ne faut pas se laisser piéger par la rivalité sino-américaine. Et au fond, un grand nombre de pays à travers le monde souhaitent trouver des voies de développement qui leur soient propres, dans un rapport notamment nord-sud différent. Et alors on l'a présenté ça a été le cas du précédent gouvernement, sur l'Alliance pour le multilatéralisme, par exemple, peut-être confondant un peu les moyens et les fins. Mais je crois qu'il y a un espace politique, au fond, pour, tout en respectant, tout en étant dans un système d'alliance, également d'être capable d'indiquer qu'il y a un souhait pour l'Europe et par voie de conséquence pour d'autres pays de ne pas se faire piéger par cette rivalité stratégique. Et d'où l'importance de thématiques liées au bien commun. Je pense que le dernier grand succès de la diplomatie française, ce sont les accords de Paris, à certains égards. Alors après, il y a leur mise en œuvre et notre propre cohérence par rapport à ce que nous avons signé. Ça, j'entre pas dans cette discussion, mais j'y vois un espace sur lequel pourraient converger d'autres pays. Et j'ajouterais, suggestion là aussi, je pense qu'il y a un positionnement pour la France qui est un positionnement cognitif. Nous avons au fond des tas de capacités, à mon sens, intellectuelles, artistiques, qui mériteraient d'être davantage exploitées, à condition peut-être de prêter beaucoup plus d'intérêt et de ressources à notre système éducatif. Très bien, merci. Monsieur Tertrais. Oui, merci. Sur la question de Monsieur Saint-Toul, non, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un recul systématique de la France. Je pense qu'elle montre qu'elle est force de proposition. Ces propositions sont-elles bonnes, sont-elles viables? C'est un autre sujet. Mais franchement, de la Russie à l'Iran, de la Libye au Liban, de COVAX au climat, la France, dans les 15 dernières années, a plutôt montré qu'elle savait être force de proposition bien davantage que d'autres pays. En tout cas, elle est à la hauteur, à mon sens, de ses responsabilités comme membre permanent du Conseil des Nations Unies. Le problème, c'est souvent sa méthode. Autrement dit, très clairement, en ce qui concerne les questions liées à la sécurité européenne, la France, je l'ai déjà dit de nombreuses reprises publiquement, la France s'y prend très mal quand elle souhaite faire adopter ou convaincre ses partenaires de la justesse de telle ou telle position, notamment sur la Russie. Il faut d'abord peut-être penser à consulter, à convaincre, voire à consulter nos principaux partenaires. Et ça, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on n'est pas systématiquement... on ne le fait pas naturellement, on va dire. Hein. Alors, pour moi, c'est lié à l'ambivalence fondamentale de notre positionnement. Nous sommes à la fois un pays européen résolument engagé dans la construction européenne et un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, jaloux de ses prérogatives, légitimes par ailleurs. Mais cette tension, elle est permanente. Mais le fait est qu'on peut parler à la Russie comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais il ne faut pas oublier que la Russie, il faut quand même se mettre d'accord avec quelques partenaires européens si on veut que nos idées puissent passer. Et on ne le fait pas toujours. Dernier exemple en date, on s'est raccroché aux branches ensuite, de manière assez spectaculaire d'ailleurs. Je le dis d'autant plus à l'aise, que je suis d'autant plus à l'aise pour dire que j'ai beaucoup critiqué la manière dont la proposition de communauté politique européenne a été initialement présentée. Je dois dire qu'en fin de présidence, il y a quelques jours, la France s'est très bien rattrapée et a su convaincre ses partenaires de l'Union de l'utilité de cette idée. Voilà, donc on a des idées. On ne s'y prend pas toujours bien. On pourrait parler du Liban, on pourrait parler de bien d'autres choses, peut-être dans d'autres commissions. Sur la question de M. Thériault sur l'Indo-Pacifique, alors, moi, j'ai toujours soutenu cette expression, qui n'est pas une doctrine, qui est tout juste un concept et probablement seulement une expression géographique, parce qu'elle a du sens. Elle a du sens et elle nous arrange. Elle a du sens parce que les liens entre l'océan Indien et l'océan Pacifique sont une réalité tangible, beaucoup plus que les liens, on va dire, entre l'Atlantique et le Pacifique, ou l'Atlantique et l'océan Indien.
En tout cas, je pense que cette expression a du sens. Ensuite, elle nous arrange parce que, pour des raisons évidentes, notre présence à peu près partout dans l'Indo-Pacifique nous permet de justifier justement cette idée, parce que c'est également une manière d'aborder, c'est le troisième point, d'aborder des options de coopération avec certains grands partenaires qui, eux, ont embrassé cette expression depuis longtemps. Je pense au Japon et à l'Australie, qui ont été les premiers à en parler. Ce n'est pas du tout une expression américaine. C'est une expression nippo-australienne, australo-nippone, d'abord. Donc ce n'est pas un concept vendu par les Américains. Je dis ça parce qu'on voit ça sous la plume de commentateurs avertis qui, en l'espèce, se trompent. Donc je pense que c'est un bon concept pour la France. Et elle nous permet aussi de dire, nous, l'Indo-Pacifique, oui, mais pas pour faire du confinement, de la containment de la Chine. Alors, quel partenariat maintenant? L'Inde, toujours, le Japon, sans doute de plus en plus, l'Australie, je vais y venir, et sans doute d'autres. On a vu que reposer sur ce triptyque Inde, Japon, Australie posait problème dès lors que l'un des pieds du tabouret faisait subitement défaut, on va dire. Bon, donc il faudra sans doute avoir davantage de multilatéralisme, en tout cas davantage un nombre plus important de partenaires privilégiés dans la zone pour avoir une politique cohérente, solide sur le moyen terme. Ce qui me permet de passer tout de suite à la question de Madame Pic, mais je vais revenir ensuite à un autre problème. À propos de l'Australie. Bon, moi, je pense que l'Australie n'aura pas de sous-marin. Point. Autrement dit, ne sera pas en mesure de remplir son besoin exprimé avant 2040-2045 au mieux, à un horizon qui commence à être un petit peu au-delà de ce qu'il est raisonnable de voir. Enfin, l'Australie exprime un besoin en 2020. Est-ce que ça sera le même besoin en 2045 ? Grosse question. Je vois que certains, et je recevais dans un entretien, enfin dans une réunion privée, l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull, justement, pour parler de ces questions. Je vois que, je ne vais pas dévoiler le contenu de son intervention, mais je vois que certains, en Australie et même ailleurs, disent, mais finalement, pourquoi pas reprendre cette idée de sous-marin français. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le sujet qui est encore... c'est encore trop sensible, on va dire, Madame la députée. Donc, et puis bon, je ne pense pas que ce soit le moment de reparler de sous-marins. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut que se réjouir que le communiqué conjoint de la semaine dernière soit un véritable reset des relations franco-australiennes. Nous sommes voisins, nous avons besoin l'un de l'autre. Simplement, au moins symboliquement, il fallait que M. Morrison parte pour qu'on puisse parler de reset. Mais je crois que le reset, plutôt la remise des compteurs à zéro, comme on dit en français, il est là. Et c'est heureux parce que nous sommes voisins, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, y compris, mais pas seulement, dans l'industrie de défense. L'industrie de défense, ça n'est pas seulement les sous-marins. Quant à notre marine, je pense, moi, là encore, je le dis depuis longtemps, je pense que notre premier problème, c'est notre déficit de frégates sur le long terme, et que par ailleurs, certains contrats, qu'il est heureux que nous ayons signés, mais certains contrats peuvent nous poser problème en matière de disponibilité de frégates. Donc j'ai le sentiment comme ça, mais je ne voudrais pas, si l'amiral Vendier écoute, qu'il me pardonne, puisque là c'est vraiment de l'analyse à la petite semaine. J'ai l'impression qu'on a plus un problème de surface qu'un problème de profondeur. Voilà, pour faire simple. Je reviens très rapidement, si j'ai encore une minute, Monsieur le Président, sur l'Allemagne, la question de Monsieur Kubert-Tafon. Bon, l'Allemagne, première armée d'Europe, peut-être. D'abord, ça serait une bonne chose, puisque à peu près plus personne n'a peur de l'Allemagne, et c'est bien. La Pologne se plaint suffisamment aujourd'hui du fait que l'Allemagne ne remplirait pas, selon elle, tous ses engagements de défense. Et la Pologne aime se présenter aujourd'hui comme le pays qui désormais... La Pologne, elle dit, moi je suis l'Allemagne de la guerre froide. Et elle est fière, quelque part, de ce repositionnement. Bon, j'allais dire, comme on dit dans un film célèbre, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Parce que l'Allemagne, première puissance militaire européenne, on en est loin. Et surtout, ce qui continuera à nous différencier, à mon sens, c'est, là on parle des capacités, il y a aussi les intentions. Et la culture stratégique allemande ne changera pas en 5 à 10 ans. Et donc je crois que cette augmentation du budget militaire allemand en soi, elle est plutôt bienvenue. La normalisation militaire allemande, nous devons, nous, Français, comme nous le faisons depuis 30 ans, la saluer et l'encourager.
mais je crois qu'on n'y est pas encore et que surtout la culture stratégique allemande ne va pas connaître une véritable révolution. Elle a connu un tournant avec le discours de M. Scholz fin février, mais c'est quand même pas non plus une révolution. Un tout dernier mot à propos de la question de gagner la guerre. Moi, j'aime bien l'expression du SEMA, gagner la guerre avant la guerre, parce que ça veut dire, c'est simple à retenir et ça veut dire beaucoup de choses. Gagner la guerre avant la guerre, ça veut dire que le travail de notre appareil de défense et de sécurité, c'est d'abord et avant tout d'éviter la guerre, d'éviter que nos intérêts soient mis en cause, que ce soit de manière cinétique ou non cinétique, pour reprendre là un vocabulaire américain, mais qui me semble assez parlant, par l'influence, par la dissuasion, par la résilience, par la protection. Et je crois que c'est d'abord cela qui est central dans notre posture de défense et de sécurité. Et après seulement, s'il faut que des moyens militaires soient engagés, ils sont engagés. Mais je renverse un peu votre problématique de peut-on encore gagner une guerre ? Je dis, bah oui, mais on peut... oui, sans doute, mais notre premier problème, c'est de savoir comment éviter la guerre et justement comment gagner la guerre avant la guerre, comme disait Général Burkhardt, à mon avis, à juste titre. Bien, merci de vos réponses. J'ai été saisi de 4 nouvelles questions. La parole est à notre collègue Anne Genetet pour 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie vivement d'avoir organisé cette audition, évidemment très, très éclairante. Depuis quelques années, on parle beaucoup aussi de notion de guerre hybride. Après, on entend effectivement beaucoup en ce moment la notion de conflit de haute intensité, mais on a aussi entendu parler pas mal de la notion de guerre hybride. Ce sont des concepts qui renvoient à l'idée selon laquelle la guerre ne relève plus que du seul domaine des armées et peut prendre bien d'autres aspects, mobiliser bien d'autres composantes, économiques, vous l'avez évoqué, psychologiques, informationnelles évidemment, culturelles, etc., et diplomatiques évidemment. Et c'est aussi, vous avez cité de gagner la guerre avant la guerre, et je voudrais également citer Sun Tzu qui disait « vaincre sans combattre », qui je crois est d'ailleurs la doctrine chinoise. Et ce phénomène avait été très bien décrit dans un livre qui m'avait beaucoup intéressé il y a déjà plusieurs années, La guerre hors limite, des 2 colonels de l'armée de l'air chinoise au début des années 2000. Et puis l'ouvrage de M. Gomard que j'ai parcouru longuement, que je n'ai pas fini de parcourir parce que je crois que chaque fois que je l'ouvre, j'en apprends à nouveau. Publié il y a 2 ans, je crois. Il y a 1 an, je crois. Et le président de la République, au sortir de l'OTAN et la semaine dernière, a rappelé que le contexte géopolitique actuel nous conduit à sans doute réévaluer la loi de programmation militaire, l'organisation de nos armées et également celle de nos industries de défense. Et se pose donc la question de tout ce qui peut épauler et suppléer la chose militaire. On a donc aussi ce que je disais, la diplomatie, l'économie, l'information, etc. Et j'ai donc 2 questions. La première, cette appréhension beaucoup plus large de notre sécurité nationale. D'après vous 3, je ne sais pas auquel vous 3 je devrais plus précisément m'adresser, est-elle bien, d'après vous, prise en compte dans les réflexions de la France actuelle ? Et la deuxième question, c'est, au vu de cela, est-ce que nous ne gagnerions pas, nous ne pourrions pas envisager d'avoir une capacité de commandement, je dis bien de commandement, pas d'exécution, de commandement interministériel qui permettrait d'englober l'ensemble de ces problématiques. Et je sais que du coup, le président de la République a eu cette réflexion sur la création d'un Conseil national de sécurité. Quel est votre regard sur cette proposition ? Merci. Merci. La parole est à notre collègue Bastien Lachaud pour 2 minutes. Merci, monsieur le Président. Merci à vous 3 pour ces éclairages. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit monsieur Boniface, qui avait expliqué que la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine privait la France d'une certaine manière de sa stratégie gaullienne je vais utiliser une expression à l'emporte-pièce, d'alliance de revers avec la Russie qui remontait même à la Troisième République, donc avant même 1945, et donc d'une certaine manière risquait de nous enfermer dans un bloc de l'Ouest contre, comme vous l'avez très bien décrit, le reste du monde qui n'a pas sanctionné la Russie. Et dans le même temps, M. Gomard, vous avez évoqué l'amplification du rôle de la zone Indo-Pacifique. Je ne suis pas convaincu par les explications de M. Tertré sur le bénéfice de ce concept. Je préfère plutôt parler d'espace indien et d'espace pacifique. Mais en tout cas, et l'Inde et la Chine prennent une place aujourd'hui dans le monde qui n'était pas la même qu'en 1945. Et est-ce que, justement, l'émergence de cette zone
dans laquelle nous avons des intérêts tant dans l'océan Indien que dans l'océan Pacifique de manière centrale, ne serait pas là l'occasion d'ouvrir de nouveaux partenariats avec d'autres puissances que la Russie pour justement nous permettre de ressortir de ce bloc de l'Ouest qui, on le voit aujourd'hui, est minoritaire dans le monde, est minoritaire au sein des Nations Unies et n'a pas d'intérêt forcément convergent. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Charles Lassonneur. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les directeurs, merci. Je souhaitais revenir sur la dimension nucléaire de la guerre en Ukraine. À l'époque de ce qu'elle appelle la piraterie stratégique, la philosophe Thérèse Delpech appelle à la reprise, une réflexion nucléaire rigoureuse qui n'ignore pas évidemment les leçons d'un premier âge nucléaire, mais aussi les incertitudes de l'âge que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle. Cette approche semble partagée par l'amiral Jean-Louis Lauzier dans une note publiée par l'IFRI en mai 2022. Selon lui, l'agression militaire russe se fonde sur une stratégie de sanctuarisation agressive dans ce que la Russie considère être son étranger proche. Considérant l'Ukraine comme un enjeu existentiel, la Russie a donc déployé une rhétorique nucléaire agressive. Pour autant, nos enjeux vitaux, à nous Français, ne sont pas menacés. La posture de la France n'a pas publiquement changé. Jean-Yves Le Drian a sobrement et fermement rappelé que l'Alliance Atlantique demeurait une alliance nucléaire. Et de manière générale, les puissances occidentales ont refusé toute escalade. Se montrant rassurant, l'amiral Lauzier considère que l'emploi d'armes nucléaires tactiques semble à ce stade peu, voire très peu probable, sans toutefois être impossible. Bruno Tertrais, vous avez fait un constat similaire dans une note de la FRS en mars 2022, tout en rappelant que le seuil nucléaire russe avait été relevé. Ma question est donc la suivante. Faut-il réinventer notre grammaire stratégique dans le dialogue avec les grandes puissances nucléaires et développer de nouvelles options d'escalade, revoir au fond l'échelle de Perroquet, à la fois au plan nucléaire et sous le seuil, donc avec des options conventionnelles et hybrides? Et si oui, s'il faut revoir cette grammaire, quelles préconisations feriez-vous en ce sens? Je vous remercie. Merci. La parole est à François Piquemal. Oui, merci Monsieur le Président et merci à vous pour ces présentations. Je vais aller directement à mes questions. La France est sans accès souverain à l'espace depuis la fin de service d'Ariane 5. J'aimerais savoir le jugement que vous portez sur cette situation et de manière plus globale. Quelles ambitions, selon vous, devrait avoir la France en matière de souveraineté spatiale? Voilà, merci. Merci. On a trouvé un concurrent à Jean-Olivier Thiriot, je crois, sur le son de l'intervention. Et la parole est à Yannick Chenevard. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite interrogation. Actuellement, on regarde évidemment tous du côté de l'Europe, pour des raisons évidentes. Et ça a été rappelé, il ne faut pas que nous soyons aveugles du côté de l'Indo-Pacifique. Dans la zone Indo-Pacifique, il y a un certain nombre de bâtiments de la marine française qui sont prépositionnés, dans l'océan Indien bien sûr, mais également dans le Pacifique. Ma question est en fait une réflexion que je vous livre. Est-ce qu'on aurait intérêt pour manifester une présence discrète et stratégique et affirmer la présence de la France dans cette zone-là, de façon un peu plus discrète mais menaçante, d'imaginer prépositionner un SNA à demeure dans la zone Indo-Pacifique? Merci. Merci. La parole est à Lionel Royer-Perrault. Oui, Monsieur le Président, merci, mes chers collègues. Finalement, vous venez de nous décrire une situation où nous sommes dans un contexte international brutalisé. Nous sommes dans un contexte avec des incertitudes géopolitiques généralisées. Et nous avons, en France, en tous les cas, un effort budgétaire qui a été consolidé. En tous les cas, merci d'avoir rappelé que pour la première fois, la loi de programmation militaire sera exécutée. C'est bien normal d'ailleurs, le débat tourne essentiellement autour de l'Ukraine à cet instant. Mais quelque part, au regard de ce que vous venez de nous expliquer, selon vous, quelle serait la deuxième zone, après l'Ukraine, puisque c'est en ce moment le sujet, mais quelle serait la deuxième zone de turbulence la plus inquiétante et sur laquelle nous devrions porter d'une part nos efforts et notre réflexion?
Deuxième sujet, sur le plan budgétaire, nous avons parlé d'une loi de programmation militaire que nous allons devoir repenser. Est-ce que cette loi de programmation militaire ne doit être que militaire? Est-ce qu'elle ne doit pas justement être élargie à d'autres sujets? Ça a été tout à l'heure évoqué par certains de nos collègues. Est-ce que vous considérez aussi qu'il y aurait, dans les efforts consentis à l'heure actuelle, des zones de faiblesse qu'il conviendrait de renforcer? Est-ce que, notamment, le renseignement est bien suffisamment traité ou mérite-t-il des efforts complémentaires? Et enfin, dans la projection qui peut être la nôtre sur l'évolution géostratégique et notamment les résultats potentiels des changements démocratiques dans certains États, vous avez évoqué, certains d'entre vous, notamment le possible retour donc d'une gouvernance similée ou proche de ce qui a pu être la gouvernance Trump aux États-Unis. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence à terme sur les relations internationales si nous nous retrouvons dans ce schéma-là? Merci. Merci. La parole est à Isabelle Santiago. Oui, juste une question suite à vos propos fort évidemment passionnants. Ça m'a amené une réflexion parce que j'ai pensé qu'on n'en avait peut-être pas assez parlé. J'aimerais avoir votre avis. Le seuil de tolérance en fait de déstabilisation des peuples. Je prends l'exemple au travers de la guerre en Ukraine. Notre dépendance apparaît sur tout ce qui va être le blé, l'alimentaire et les famines qui sont à venir pour certains pays d'Afrique, en tout cas qui ont été évoqués comme tels. Et à travers ces questions de famine, le seuil dans des pays qui sont pour l'Afrique très déstabilisés avec des zones de terrorisme, est-ce que toutes ces difficultés majeures peuvent avoir des influences sur lesquelles nous devons travailler une stratégie très forte pour la France, compte tenu que l'ensemble de ces déstabilisations, je pense que pour les peuples, que ce soit sur l'énergie en France, que ce soit sur les questions européennes énergétiques, pour des pays d'Afrique autour de la famine, il y a un moment où on se pose la question, à savoir la diplomatie, jusqu'à où va-t-elle aller sur les questions géopolitiques et géostratégiques, parce que l'influence est extrêmement dommageable. Merci. Et la parole est à Frédéric Mathieu pour une dernière question. Merci, messieurs, pour ces interventions. J'aurais une question particulièrement pour monsieur Gomard. Vous avez évoqué donc les menaces terroristes, alors islamistes, qu'on connaît mieux que la seconde que vous avez évoquée, qui est la menace identitaire. Et vous l'avez rappelé, avec du terrorisme identitaire, avec une vocation, enfin une volonté à vouloir créer une guerre civile sur notre territoire. Or, un rapport qui est sorti, je crois, au printemps dernier du parquet de Paris concernant cette menace terroriste, qui faisait état, je crois, de 2000 individus, dont 1 millier prêts à passer à l'acte. Or, l'actualité récente, avec des opérations antiterroristes qui ont été menées, qui ont été retracées dans la presse sur les 2-3 dernières années qui viennent de s'écouler. Est-ce que vous avez des éléments plus précis? Est-ce que vous avez des éléments d'études et d'analyse sur les ressorts de ce terrorisme et peut-être des suggestions à nous proposer? Merci mes chers collègues pour ces 8 questions. Je propose à nos intervenants d'y répondre en y ajoutant également un mot de conclusion, tout en restant sur une durée de 10 minutes par intervenant. La parole est à Bruno Tertrais. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Lachaud, je suis navré de ne pas vous avoir convaincu. Je vais peut-être ajouter un dernier... Non, plus sérieusement, je vais peut-être ajouter un dernier argument. C'est en termes relatifs et pas absolus que ça se pose. Entre l'Atlantique et le Pacifique, vous avez un seul point de passage qui est un canal artificiel. Très peu de circulation humaine, notamment. Entre le Pacifique et l'océan Indien, vous avez les plus grands archipels du monde, vous avez la plus grande circulation maritime au monde, des échanges humains, culturels et commerciaux massifs. Et donc, c'est plutôt en termes relatifs. Je conçois que ça ne puisse pas vous persuader immédiatement, mais mon point consiste à dire ça n'aurait pas de sens de parler d'Atlantique-Pacifique, si vous voulez, alors que ça peut avoir du sens. Voilà, je me limiterai à ce point.
Je vais évidemment pas répondre à toutes les questions. Quelques mots sur celles sur lesquelles je me sens le plus compétent. D'abord, sur Madame Genetet, oui, la sécurité nationale, c'est un concept qu'on a introduit dans le logiciel français. Alors évidemment, bien sûr, dès 1958, mais réintroduit en 2008-2009, avec le toilettage notamment de l'ordonnance de 59. Ce qui m'amène à trois points opérationnels. Premier, si nous devions faire, je ne sais pas si nous referons un exercice de type livre blanc, mais en tout cas, si c'était le cas, il serait bien plus sage de faire quelque chose à la britannique, un document assez court, mais sur l'ensemble des problématiques de défense et de sécurité nationale, plutôt qu'une revue stratégique comme on a fait en 2017. Voilà, premier point. Deuxième point, la vieille question, j'allais presque dire le marronnier du Conseil de sécurité à la française. C'est les arguments. Pardon, ça n'est pas du tout. C'est une question légitime, mais c'est un débat assez bien instruit. Les arguments existent dans un sens ou dans l'autre. Il me suffit. Je me bornerai à dire que dans le système institutionnel français tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas évident de caser un Conseil de sécurité à l'américaine. Voilà, bon, on va dire les choses comme ça. Nous sommes un système différent. Je rappelle par ailleurs que la dichotomie chef d'état-major particulier et conseiller diplomatique est quelque chose de très bien ancré dans les habitudes et que ça signifierait aussi qu'il y ait un patron du Conseil de sécurité, du staff du Conseil de sécurité nationale. Ce n'est pas des choses simples. Il y a les aspects institutionnels, il y a les habitudes, il y a une pratique française. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je dis simplement que, c'est un débat déjà bien instruit, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, et deux, un débat qui n'est pas simple à trancher dans un sens ou un autre, mais c'est un débat parfaitement légitime. Troisièmement, sur les structures de pilotage des crises interministérielles, je peux sans doute vous inviter à consulter, parce que je ne crois pas que ça a été publié. Moi, j'ai participé pendant quelques mois aux travaux du haut-commissaire au plan, et ça fait partie des sujets qu'on a regardés de manière très précise. On a fait un travail, bien sûr, en coopération avec les administrations, sur la gestion, le pilotage, la gestion de crise au niveau interministériel, y compris les structures, les centres de commandement, etc. Je ne crois pas que ce travail ait été publié, mais je ne doute pas que la représentation nationale puisse accéder via le haut-commissaire au plan à ce travail. Troisièmement, sur le prépositionnement dans les Sénats, moi je suis d'une très grande humilité sur ce genre de sujet qui demande une compétence opérationnelle que je n'ai pas. Et puis j'ai de très bonnes relations avec l'amiral Vendier, donc je ne voudrais pas te dire de bêtises. Simplement, je sais que les contraintes opérationnelles, logistiques et de sécurité, y compris de sécurité nucléaire, quand on a un SNA qui est à quai quelque part, sont loin d'être négligeables. Donc peut-être, mais il faudrait l'instruire. Et personnellement, je ne sais pas faire, en tout cas, je ne sais pas faire comme ça en improvisant. La deuxième zone, bonne question, monsieur le député, la deuxième zone, moi, spontanément, je dirais la Méditerranée. Voilà. Bon. Je dirais la Méditerranée. Je reviendrai enfin sur le nucléaire, parce que, monsieur le député, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure à propos de... pardonnez-moi de cet oubli. Avant cela, un point pour Madame Santiago, Madame la députée Santiago, sur le problème alimentaire. Juste un rappel, d'abord, si je peux me permettre, les famines ne créent pas de... Ce n'est pas les famines qui créent des crises, c'est la vie chère. Les affamés n'ont plus la force de se révolter. Les affamés, ils meurent. Bon. Ce qu'on peut craindre aujourd'hui, surtout, ce sont ce que j'appelle des émeutes de la vie chère. Pas des émeutes de la faim, c'est des émeutes de l'inflation, pour faire simple. Comme c'est passé dans une partie du Moyen-Orient et du Maghreb au tout début des années 2010, avec des conséquences politiques susceptibles de déstabiliser certains pays, qui peuvent donner lieu à ce moment-là à des mouvements migratoires. Mais ce n'est pas les affamés qui émigrent, ils n'ont plus la force. Je simplifie un peu à dessein des questions tout à fait tragiques. Mais je crois que ce que l'on peut craindre, c'est que les problèmes alimentaires que nous allons connaître dans les mois qui viennent dans certains pays dits du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique notamment, peuvent amener à des révoltes et donc des déstabilisations avec des conséquences indirectes, effectivement, qui peuvent concerner non seulement les régions elles-mêmes, mais aussi, pourquoi pas, l'Europe. Je ne crois pas qu'il faut... Ça n'était pas votre propos, Madame la députée, mais parfois on laisse croire dans des raisonnements un peu simples que les affamés vont quitter leur pays et se réfugier. Non, c'est pas dans ce sens-là que ça se posera. Aujourd'hui, je crois que la France a raison d'investir diplomatiquement autant qu'elle peut sur la question des couloirs maritimes. C'est une question qui va devenir urgente, probablement, à la rentrée.
nous aurons peut-être à nous poser la question d'une action de force. Je ne dis pas que c'est mon souhait, je dis qu'il est utile d'y penser par avance, et vis-à-vis des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique latine qui ne soutiennent guère notre position résolue face à la Russie, peut-être serait-il temps dès maintenant, notamment dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, de voir dans quelle mesure on pourrait créer une coalition politique qui pourrait tenter d'influencer la Russie sur ce point, parce que la Russie, pendant ce temps-là, arrive avec la complicité de la Chine à persuader bon nombre de pays, notamment en Afrique, que c'est à cause des sanctions qu'ils ont faim. Ça, ce récit-là, en Afrique, vous l'entendez. Vous l'entendez, tous les capteurs qu'on a en Afrique nous disent que ce récit-là est convaincant, et donc on a perdu une bataille. On n'a pas forcément perdu la guerre, on a perdu une bataille en matière de communication. Je termine, pardon d'être un petit peu long, Monsieur le Président, je termine sur le nucléaire, effectivement, je n'avais pas répondu totalement à la question. Donc en 2020, la Russie veut se présenter comme une puissance nucléaire sage, responsable, et sort un texte de doctrine, effectivement, qui vise à conforter cette image. Sous-entendu, regardez, nous sommes beaucoup plus sages que ce que prétend l'administration Trump. Hein, c'était ça un peu le jeu, mais je pense que cette doctrine est parfaitement cohérente avec ce que l'on savait déjà avant 2020 sur le nucléaire russe, avec des seuils nucléaires qui sont plus élevés que ce qu'ils étaient 20 ans auparavant. La Russie était en 2020 beaucoup plus à l'aise dans le domaine classique qu'elle ne l'était 20 ans avant, ce qui lui permettait d'avoir un seuil nucléaire relativement plus élevé. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est Thomas ou Pascal qui emploie l'expression, mais effectivement, c'est une opération de colonialisme sous parapluie nucléaire, ou alors, comme le disait l'amiral Lausier, en reprenant l'expression de Jean-Louis Gergorin, qui a forgé cette expression en 1992, je crois, c'est de la sanctuarisation agressive à l'ombre du nucléaire. Alors, et puis il y a le 27 février. Le 27 février, moi, j'ai une interprétation assez différente de ce qui s'est passé le 27 février. J'ai l'intuition, pour l'instant c'est une intuition informée, mais on va dire que c'est une hypothèse, que le signal nucléaire envoyé le 27 février, par la mise en alerte, non pas des forces nucléaires, d'abord c'est même pas une mise en alerte et c'est pas les forces nucléaires, c'est l'augmentation du nombre de personnels présents en permanence dans certains quartiers généraux des forces stratégiques conventionnelles nucléaires, des forces stratégiques conventionnelles, nucléaires, offensives et défensives. Et moi, j'ai l'intuition qu'il ne faut pas écarter d'emblée l'hypothèse d'une Russie qui a peur. Pendant 30 ans, les Soviétiques ont eu peur d'une attaque occidentale. On peut imaginer, c'est aussi notre travail dans les think tanks, d'imaginer des hypothèses auxquelles tout le monde ne pense pas, que le signal envoyé à ce moment-là, qui n'est pas un signal de mise en alerte, c'est un signal qui consiste à dire nous aussi, nous sommes prêts, quoi que vous fassiez. Mais je ne considère pas que la Russie, et Dieu sait si la Russie agit de manière criminelle en Ukraine, je ne considère pas que son comportement nucléaire ait été irresponsable. Non, il n'y a pas de menace nucléaire russe pendant la guerre en Ukraine. Il y a des rappels dissuasifs. Il n'y a pas de changement de posture manifeste. Je comprends que la France ait pris certaines décisions. La presse a parlé de la sortie d'un 3e SNLE. Si c'est exact, c'est une mise sous tension du système qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines d'années. Je conçois qu'on ait pu le faire, mais je vois que finalement, dans cette affaire, sur le strict plan des armes nucléaires, la Russie n'a pas été irresponsable et nous avons gardé notre sang-froid. J'espère que ça sera toujours le cas, mais globalement, le jeu ressemble à certaines des crises les mieux gérées de la guerre froide. Je dis bien à certaines des crises les mieux gérées de la guerre froide. Quant à refaire ce qu'on appelle la grammaire stratégique, pour faire simple, je pense qu'il vaut toujours mieux séparer le nucléaire du reste, mais je ne sais pas ce que la Russie, dans 5 ans, fera de sa dissuasion nucléaire. Parce que si elle se sent vraiment affaiblie, elle pourrait vouloir revenir à une conception de la dissuasion qui ressemble à celle qu'elle avait dans les années 1990. Nous en reparlerons. C'est une hypothèse, c'est un scénario. Mais encore une fois, je crois qu'il faut être assez prudent sur les leçons et les implications nucléaires de cette affaire ukrainienne qui est encore très loin d'être terminée. Merci. La parole est à Thomas Gomard. Merci, Monsieur le Président. Je vais, si vous me le permettez, essayer aussi de répondre à des questions auxquelles je n'avais pas pu répondre lors du premier tour de table, puisque je pensais qu'il y aurait un deuxième passage dont je vais
réunir les choses. Question de Monsieur Mathieu sur l'aspect de la menace terroriste dans sa composante islamiste et ultra-droite et ultra-gauche. Je me base au fond sur les déclarations du coordonnateur national au renseignement en mars dernier, qui a indiqué que 37 attentats djihadistes avaient été déjoués depuis 2017 et que 8 projets liés à l'ultra-droite et à l'ultra-gauche avaient été déjoués. Et j'en profite pour rappeler que le pic des incarcérations de personnes condamnées pour terrorisme de type djihadiste a été atteint en 2020 avec 560 personnes et qu'un certain nombre d'entre eux vont sortir de prison dans les mois qui viennent. Je réunis, si vous le permettez, la question de Mme Jeunetet et de M. Royer-Perrault sur l'aspect, au fond, un peu méthodologique que faut-il faire une loi de programmation militaire, se cantonner aux aspects militaires ou penser plus largement. Je l'avais indiqué dans mon propos introductif, je pense qu'il faut arriver à trouver l'équilibre qui est de penser plus largement et d'intégrer d'autres types de menaces par rapport aux exercices type livre blanc ou revue stratégique, sans perdre, et c'est là le plus difficile, la spécificité de ce qui a trait à la réflexion politico-militaire, qui est, comme je le disais, de penser à l'ombre de la guerre. Et ce qui me frappe, et je pense que c'est peut-être aussi une piste de réflexion pour vos travaux, c'est que pour avoir beaucoup d'échanges avec les entreprises, vous avez très peu d'organisations aujourd'hui dans notre pays, je dis vraiment très peu, capables d'avoir un horizon de temps jalonné jusqu'à 2050. Or, c'est dans 28 ans. Et c'est typiquement, je pense, le type de chronologie que nous devrions intégrer dans notre réflexion collective, dans le cadre de cette commission, ou là, dans les centres de recherche. Il y a là, au fond, des outils peut-être sous-utilisés. Je pense notamment à la délégation à la prospective du Sénat. Mais sachez qu'à l'IFRI, nous avons engagé des travaux en ce sens, avec cette question, comment préparer 2050 ? Que ce soit pour l'aspect proprement militaire ou que ce soit pour des grandes organisations au regard de leurs engagements, notamment climatiques. La question de Monsieur Piquemal sur la dimension spatiale, elle est tout à fait décisive. Il y avait eu une revue stratégique spatiale qui avait été faite, je ne sais plus si 2017 ou 2018, qui avait permis de rappeler un certain nombre de principes, dont le fait de conserver pour l'Europe un accès autonome à l'espace, d'où l'importance effectivement du lanceur Ariane 6 qui est attendu. Il y a deux phénomènes importants. Il y a une sorte de privatisation de l'espace avec les constellations satellitaires qui d'ailleurs jouent un rôle non négligeable en Ukraine. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous voyez le type d'acteurs industriels auquel je fais allusion, en rappelant peut-être que dans le cas américain, tout cet écosystème a été rendu possible par, au départ, des fonds fédéraux. Il ne faut pas le perdre de vue par rapport souvent au complexe qui peut être éprouvé par les Européens. Et le deuxième aspect est strictement militaire. Pour moi, l'élément déclenchant dans mon analyse de ce qui s'est passé en Ukraine a été à la mi-novembre le tir anti-satellite de la Russie. La Russie a détruit un de ses satellites, 4e pays à le faire, après la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et ça a été, à mon avis, un message pas forcément suffisamment reçu de notre côté. Alors, quatrième question, sur la question de M. Larsonner sur l'aspect nucléaire, et je vais peut-être là aussi apporter un point de vue légèrement différent de celui de Bruno ou de celui exprimé par Jean-Louis Lauzier, puisque ça fait partie des débats que nous avons à l'IFRI. Moi, je l'ai dit publiquement plusieurs fois, effectivement, la Russie se livre à une guerre coloniale sous couverture nucléaire, et je fais partie de ceux qui accordent toujours la plus grande importance à ce que dit le président Poutine. Voilà. Je pense avoir passé beaucoup de temps professionnel à lire ces textes et à essayer de les comprendre, et notamment son texte de juillet 2021 où il expliquait que la matrice historique de la Russie se trouvait à Kiev, puisqu'au fond, le président Poutine est devenu l'historien en chef de la Russie, interdisant toute contestation de la victoire ou de la lecture de la victoire de 1945 qui est devenue la religion d'État en Russie. Et de ce point de vue, ses déclarations, notamment lors de la conférence de presse conjointe avec le président de la République le 8 février
était un indicateur. Son discours du 23 février. Le président de la République, dans son discours aux armées, a parlé de dimension injustifiable. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur cette dimension nucléaire. Je partage une grande partie de l'analyse de Bruno, mais j'observe que la Russie, dans le passé, a transgressé le tabou chimique et que, compte tenu de la possibilité d'une fuite en avant, pour ma part, je reste extrêmement vigilant sur tous les signaux nucléaires qu'elle peut émettre. Cinquième question, monsieur le député, je garde aussi un souvenir ému de nos débats dans le Périgord vert. Pas encore. L'aspect que vous posez sur la dépense militaire allemande, en fait, pose une question beaucoup plus fondamentale qui est l'évolution du modèle allemand. Et par voie de conséquence, l'évolution de la relation franco-allemande. Et là, je pense qu'il y a un sujet qui dépasse les travaux de votre commission, mais fondamentalement, l'Allemagne doit changer d'un modèle qui a consisté pendant les années Merkel à avoir une forme d'équidistance entre la Chine, même modèle exportateur, une relation de sécurité qui passait par l'OTAN de manière tout à fait fondamentale, avec probablement, de notre point de vue, une exagération de l'appétence allemande pour les projets d'autonomie stratégique européenne, le tout étant rendu possible par du gaz russe bon marché. Or, ça, c'est fini. Et ça a évidemment des incidences très directes sur la compétitivité allemande et par voie de conséquence sur la compétitivité de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise énergétique dont on voit évidemment les effets par le prix à la pompe, mais je pense que nous sous-estimons encore la perte de compétitivité européenne dans le domaine industriel que nous allons encaisser dans les mois qui viennent. Je reviens à la question de Mme Genettet sur l'aspect la guerre hors limites. Effectivement, c'est un livre très important qui rappelle deux choses. Les deux auteurs considèrent que les militaires ont perdu le monopole de la guerre, ce qui ne signifie pas à leurs yeux l'inanité des appareils de défense. Et par ailleurs, ils listent 24 types de guerres, allant de la guerre nucléaire à la guerre environnementale, en passant par la guerre sanitaire ou la guerre financière. Et que de ce point de vue-là, c'est effectivement annonciateur de cette latéralisation des conflits qui nous oblige à, je fais le retour à votre question initiale, à penser plus largement et pas strictement militaire. La question de Madame Pic sur l'aspect BITD. J'étais très frappé par évidemment les déclarations du président de la République lors du dernier Eurosatori, puisqu'il a parlé d'économie de guerre, notion qu'il avait d'ailleurs utilisée lors de sa première prise de parole le 24 février, ce qui est annonciateur d'une demande et probablement d'une demande de changement de comportement de notre BITD dans les aspects de dualité, avec notamment la question assez fondamentale, et je sais qu'il y a eu des travaux menés en ce sens par la commission précédente, tout simplement de compétences et de pièges de la remontée en puissance. Et il y a là une situation qui peut devenir critique très rapidement. Je finis avec la question de M. Herrurand sur l'aspect puissance-sécurité, peut-être par un développement aussi qui me permettra de répondre en partie à la question de M. Lachaud sur le modèle gaulliste. La puissance, c'est à la fois le portefeuille de ressources et c'est la capacité de passage à l'acte. Et pourquoi la Russie de Vladimir Poutine nous apparaît telle puissance, c'est qu'il passe à l'acte. Voilà. Et donc le vrai sujet, en fait, à mon sens, pour les Européens, c'est le passage à l'acte. Et à partir du potentiel et du portefeuille de ressources. Quand je parle de ressources, c'est au sens matériel et immatériel. Alors ensuite, votre question sur la place, c'est un débat historiographique passionnant entre outils militaires et diplomatie. Peut-être faire deux rappels, ce qui me permettra aussi de passer la parole à Pascal. C'est que, moi je rappelle toujours que notre Ve République est basée sur le politico-militaire. Au fond, fondamentalement, ce qui a été créé en 1958, c'est un système qui, dans sa verticalité, dans sa capacité de prendre décision, doit rendre impossible juin 1940. Et que ça passe à partir de 1962, élection au suffrage universel du président de la République, par l'acquisition de l'arme nucléaire. Et ça, c'est tout à fait constitutif. Ça explique aussi le poids pris, et je dis ça sans esprit polémique, par les conseils de défense. Mais c'est, à mon avis, tout à fait structurant et probablement cela mériterait d'être expliqué davantage à nos concitoyens dans l'organisation
de ce pouvoir qui peut-être à certains égards de ce point de vue est trop vertical. Je finirai juste avec une remarque sur le général de Gaulle, parce que je suis toujours très frappé par la lecture qui est faite de sa politique vis-à-vis de Moscou. Effectivement, il y a la période 1944, je n'ai pas le temps de tout retracer, mais je crois utile de rappeler deux choses. C'est que dès 1945, je pense à la mission Biot, il y a la compréhension très rapide chez le général de Gaulle, octobre 1945, que la sécurité de la France passe par un système d'alliance étroit avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et que par ailleurs, lorsqu'on observe sa réaction lors des grandes crises qu'il a eu à gérer, je pense à la crise de Berlin ou à la crise de Cuba, il n'y avait absolument aucun doute sur son positionnement d'allié fidèle à l'Alliance Atlantique. Merci. La parole est à Pascal Boniface. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre une question de la première vague auquel il n'avait pas été répondu sur la guerre de l'information, sur la propagande. Effectivement, les moyens nouveaux, réseaux sociaux, etc., donnent une nouvelle acuité à cela. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et je pense qu'en fait, ces réseaux sociaux que l'on accuse de bien des défauts, les nouvelles sont plus rapides, plus virales, plus épaisses, mais les contre-vérités s'y déplacent plus vite, mais les rappels à la vérité également. Et donc, très souvent, c'est corrigé. Donc, je pense que globalement, il y a toujours le moyen de faire face aux campagnes de désinformation. Et même si elles existent, qu'il ne faut pas être naïf par rapport à elles, on voit très bien d'où elles sortent. Et par exemple, ça a été très documenté, ce que fait Wagner au Mali, etc. En même temps, penser que nos difficultés en Afrique de l'Ouest viennent uniquement de campagnes de désinformation serait manquer à la réflexion. Donc c'est beaucoup plus vague. Et du coup, je réponds à une deuxième question. Pour moi, la zone où on est le plus en difficulté, c'est peut-être le Sahel. Le Sahel, parce qu'il y a d'une part des problèmes démographiques qui ne sont pas résolus. Il y avait 3 millions d'habitants au Niger à l'indépendance. Il y en a 20 millions aujourd'hui, un peu plus. Il y en aura 40 ou 50 millions d'ici 20 ans. Il n'y a pas tellement plus d'emplois, etc. Et donc, c'est un problème qui n'est pas adressé parce que si la France évoque cette question, elle est tout de suite traitée de colonialisme et c'est un problème très délicat. Et autre problème, c'est que notre présence est de moins en moins populaire. Les Russes font leur travail contre nous, mais ce n'est pas la seule raison. Et nous avons perdu en popularité, notamment par rapport à 2013, pour différents moyens, notamment les liens qu'on a eus avec IBK, le fait que l'on apparaisse comme protecteur de régimes qui sont contestés. Et en même temps, comme ils ont été élus de façon démocratique, on peut que difficilement s'en retirer. Donc, notre présence au Sahel, à la fois militaire, bon, c'est déjà un problème, mais aussi humaine, puisque nous sommes très largement implantés dans ces pays. Il y a une fragilité dans ces pays, avec des acteurs extérieurs qui viennent bien sûr mettre de l'huile sur le feu, et ça, ils ne s'en privent pas, mais qui ne sont pas les seuls responsables des problèmes de la région. Je pense que par ailleurs, les Maliens vont vite assez voir que Wagner ne résout pas leurs problèmes de sécurité et que ce n'est pas la réponse qu'ils attendent de cela. Du coup, les guerres hybrides, oui, c'est aussi cet ensemble de choses. Ce n'est pas uniquement militaire, c'est une réinvention, mais là aussi, il y avait toujours la conquête du cœur et des esprits a toujours été un élément important. Et à ce titre, même si nous sommes ici devant la Commission de la Défense, la réduction régulière, constante et dramatique de nos moyens d'action culturelle extérieure depuis très très longtemps nous prive de moyens d'influence, nous prive de leviers, alors qu'il y a eu en 15 ans 515 instituts Confucius qui ont été créés, et nous, on a du mal à faire venir des conférenciers, on paye par des leçons de français l'activité, et nos attachés culturels font du bricolage de plus en plus. Je sais que je ne suis pas à la Commission des Affaires étrangères, mais c'est aussi une façon de défendre la France que d'agir dans ce sens-là. Et que l'outil militaire est bien sûr indispensable, mais que la défense, elle est globale, et qu'il y a aussi une défense, je dirais, intellectuelle de nos positions, et que malheureusement, le constat, je ne sais pas s'il est partagé par Thomas et Bruno, mais moi, au début de ce siècle, dans la plupart, pratiquement tous les pays où j'allais, en tant que Français, j'étais populaire pour être Français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons perdu en popularité. Il faut être réaliste par rapport à ce constat et réfléchir comment regagner cette perte de popularité. Le fait d'être français ne suffit plus pour être populaire. Au contraire, parfois, suffit pour être impopulaire.
Du coup, par rapport à votre question sur le modèle étant un peu en panne, comment faire? Oui, nous devons créer partout des alliances parce que il y a bien sûr des pays qui font la guerre, d'autres qui ne la font pas, mais ce qui distingue aussi la France d'autres pays, et ce qui distingue normalement les pays européens, parfois des États-Unis, c'est le multilatéralisme. C'est le multilatéralisme, et là, nous devons vraiment faire un effort là-dessus pour promouvoir. Alors, Jean-Yves Le Drian, je crois, avait lancé l'Alliance des multilatéralismes. C'est vraiment là, sur cette base-là, parce que si on prône le multilatéralisme, c'est aussi une façon de lutter contre le recours à la guerre, de résoudre les différends par d'autres moyens. Moi, je crois, ça c'est ma conviction personnelle, que oui, la France est un pays occidental, mais elle n'est pas que cela. Parce que si nous nous présentons uniquement comme un pays occidental, nous perdons une grande partie de notre attractivité, nous perdons une grande partie de notre rayonnement. Et c'est justement quand on s'est distingué comme étant à la fois occidental, et effectivement, je rajouterais à ce qu'a dit Thomas, puisqu'on parle de Gaulle-Mitterrandi, je rajouterais quand même les épisodes des euromissiles, où le président Mitterrand, c'est quand même très fortement, le discours de Bundestag a été un moment clé pour mettre en échec la stratégie de chantage sur les euromissiles. Et ensuite, c'est le refus de la guerre des étoiles, du SDI, et c'est les deux pièces. C'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Et donc, effectivement, lorsque l'on prouve, refus de la guerre d'Irak était aussi un moment important, on pourrait... il y a plusieurs moments de la diplomatie française où en se distinguant et en montrant que tout en acceptant et revendiquant son caractère occidental, elle ne se résume pas à cela, elle brille beaucoup plus, elle est beaucoup plus attractive et du coup, elle réunit beaucoup plus autour d'elle. Et c'est cela que, dans les moments difficiles que nous vivons, il faut réinventer. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions éclairantes, vraiment éclairantes aussi, parce que vous avez assumé entre vous une part de désaccord. Je pense qu'on peut retenir vos conseils, à la fois de penser au bon niveau du périmètre de la souveraineté globale, y compris l'action culturelle, par exemple, et de penser également par soi-même au niveau individuel et collectif. Et c'est pourquoi le fait de contribuer au renforcement de l'autonomie conceptuelle de notre pays doit être une des ambitions de notre commission. Mes chers collègues, prochaine séance demain mercredi avec 2 séances de sensibilisation ouvertes aux collaborateurs à 9h30 et 10h30 sur les risques d'espionnage et la procédure législative. Et jeudi à 10h pour l'audition de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Je vous remercie.